Bienvenue à Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste au sommaire de cet épisode. Russie-Ukraine, quelle place pour la désinformation en France? Et en seconde partie, interdiction de RT puis de C8. À qui le tour? Pour en parler, l'invité spécial d'Éric Morillo est une journaliste russe. Fille d'un ingénieur spatial et d'une journaliste, elle obtient un diplôme de journalisme à Moscou, puis complète un executive MBA à Berlin. En 2006-2007, elle dirige le service d'actualité internationale de RT, dont elle devient producteur exécutif de 2007 à 2009. Elle a été finaliste d'un prix TEFI, équivalent russe des Emmy Awards, pour sa couverture du conflit en Géorgie en 2008. Elle a également la fibre entrepreneuriale et est chargée pour RT de créer des médias nationaux à l'image de ce que fait la BBC. En octobre 2010, elle a lancé le premier projet d'agence vidéo anglophone de Russie, RT Free Video. En 2012, elle devient chef de la direction de l'information à la destination de la Russie, la CEI et les pays baltes. En 2014, elle est le chef de la direction de l'information en français. En 2015, elle devient directrice de l'agence de presse Rupfri appartenant à RT. En 2017, elle devient présidente et directrice de l'information de la société RT France. Emmanuel Macron l'a accusée d'être un agent du Kremlin, comme s'il était anormal pour un journaliste d'exposer le point de vue de son pays. Imaginez la BBC qui émet dans le monde entier en 40 langues, ne défendant pas l'Angleterre pendant la guerre des Malouines ou du Golfe. L'Arcom a bien essayé de trouver des preuves d'éventuels manquements, mais en vain. Il a fallu la guerre en Ukraine pour qu'Ursula von der Leyen et Emmanuel Macron fassent interdire RT en France. Elle publie ce jour Banni, un livre choc qui dénonce l'organisation de la désinformation en France et les manœuvres qui ont conduit à la fermeture de RT France. Elle produit Lumière orthodoxe, une série documentaire sur la chaîne C8 et là encore pas de chance, la chaîne est fermée par l'Arcom fin février. Cette Cosaque de l'info est ici ce soir. Je vous demande d'accueillir Ksenia Fedorova. Bonsoir Ksenia Fedorova. Bonsoir. Ravi de vous accueillir au sein de Bistro Liberté. Merci également au public, on peut applaudir, toujours aussi nombreux. Particulièrement nombreux d'ailleurs, même ce soir. Ils étaient nombreux à vouloir participer, assister à cette émission. Alors, il y a une tradition dans cette émission, je ne sais pas si vous la connaissez, Ksenia, il y a des invités également sociétaires, c'est-à-dire qui vont, comme moi, vous questionner, puis donner aussi leur point de vue. Alors, je commence par Anne-Laure Bonnel, qu'on peut applaudir bien fort. Journaliste indépendant, connaissant bien le terrain, à la différence de beaucoup de journalistes qui s'expriment sur les différentes chaînes info françaises. Également avec nous, on ne le présente plus, l'irremplaçable André Berkoff. Toujours aussi populaire, mon cher André. Mais également, avec nous également, donc Nicolas Conquer, il est porte-parole des Républicains Overseas en France. Et ainsi que Philippe Pascot, écrivain, éminent ambassadeur des Gilets jaunes. On t'applaudit bien fort. D'ailleurs, petite parenthèse, les Gilets jaunes qui ont été d'ailleurs une des raisons pour laquelle eh bien, RT France a été particulièrement pas la seule, mais une des raisons. RT était la seule chaîne qui nous ouvrait l'antenne pour pouvoir exprimer la volonté, ce que désirait le peuple. Mais vous dérangez, vous aussi, apparemment. Bon, moi, personnellement, je dérange toujours, et les Gilets jaunes ont dérangé aussi. Alors, on précise Philippe Pascot qui sort également un nouvel ouvrage qui s'appelle Pilleurs d'État encore et encore, aux éditions Max Milo. Voilà, donc il y a beaucoup profitez-en, je connais l'auteur. Et qui cartonne, on m'a dit, sur Amazon. Alors, chère Ksenia Fedorova, donc Banni, c'est l'événement, l'actualité de cette semaine, en tout cas chez Fayard. Donc, c'est un livre qui revient un petit peu sur ce qui s'est passé aussi en France depuis quelques années, depuis le bannissement
hein, on peut le dire, hein, de cette chaîne RT France. Alors, on va en parler tout au long de l'émission. Ça va être un peu le fil rouge, hein, puisqu'on a 2 thèmes de débat qui sont rattachés à la liberté d'expression. Je vous demande d'abord de liker, n'hésitez pas à partager cette émission. Alors, ça fait un peu rébarbatif de le dire à chaque fois, mais c'est comme ça que les émissions cartonnent. Et puis, il ne faut pas oublier de présenter aussi, ça c'est une particularité dont on est très fiers à Bistro Liberté, c'est Ignace, notre dessinateur, qui va nous dresser le portrait, caricaturer les uns et les autres, donc ne rigolez pas trop. Vous verrez le résultat à la fin. Alors, on va commencer, avant de lancer le premier débat, bien sûr, par cette actualité d'ailleurs qui est rattachée au premier débat. Je vais vous demander, évidemment à vous en priorité, cher Xenia, mais à tous ceux qui êtes là avec nous sur le plateau, d'abord de nous donner votre réaction sur ce qu'a été vraiment cette actualité incroyable, cette altercation publique qui a eu lieu. Évidemment, ça n'aura échappé à personne entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump. C'était à la Maison-Blanche, donc en fin de semaine dernière. Comment est-ce que vous avez réagi à cette scène surréaliste? C'est vrai que c'était une scène surréaliste. Jamais je pensais qu'on sera témoin de ce qui est passé. Mais en fait, pour moi, ce qui est important, de regarder pas seulement cette partie d'échange assez chaude, mais en fait l'intégralité des vidéos. Et là, ce que j'ai vu... Alors les 45 minutes, parce qu'on a vu que les 5 minutes sur les réseaux sociaux. Je voulais savoir pourquoi, en fait, qui était le trigger, comme on dit en anglais, qu'est-ce qui déclenchait cet échange. Et ce que j'ai vu, c'est en fait que depuis le début, Trump était assez amical avec Zelensky, exactement. Et je trouvais que Vladimir Zelensky voulait en fait profiter de présence des médias américains pour encore une fois parler de la Russie, de Poutine. Et évidemment, à mon avis, c'était lui qui en fait s'est commencé à opposer en fait, à Donald Trump. Et finalement, je trouvais ça hyper bizarre parce que bon, il était en train il est presque signé un accord qui pouvait le donner en façon de garantie du côté des États-Unis, parce que si les États-Unis décident d'investir en Ukraine, évidemment que les choses vont développer bon, maintenant, on est très du côté russe, on regarde avec beaucoup d'attention ce qui se passe. Parce qu'on ne sait pas encore si Vladimir Zelensky va revenir vers Trump, s'ils vont trouver une solution. Mais ce qui m'a étonné aussi, c'est la réaction de l'Union européenne. Il a déjà commencé un petit peu à rétro-pédaler par rapport donc, à ce qui s'est passé, Vladimir Zelensky. On va essayer de couper les portables, s'il vous plaît, derrière. Merci. Bon, ben voilà, c'est la petite particularité de cette émission. Oui, donc... Vous pensez qu'il va revenir Moi, je pense que c'est son seule chance d'essayer de revenir. En même temps, j'ai vu qu'un des meilleurs amis de Vladimir Zelensky, sénateur Lindsey Graham, un Américain, qui a dit bon, pour moi, c'était clair que c'était un signal qu'il faut Zelensky sera changé, c'est-à-dire qu'il a dit qu'il ne peut pas continuer à travailler avec Zelensky. Et c'était quelqu'un qui a toujours soutenu Zelensky à l'époque. Donc pour moi, il y a quelque chose de très important qui se passait. Et j'ai mal à croire que, bon, on verra, mais que Zelensky peut revenir à l'arrière. On peut dire ça en français? Oui, c'est ça, revenir en arrière. Mais on verra bientôt. André Berkoff. Je crois qu'il faut peut-être rappeler que ce cher Zelensky a signé il y a 1 semaine, 10 jours, un traité de 100 ans avec l'Angleterre où il lui garantissait les terres rares. J'ai jamais vu beaucoup, on n'en a pas beaucoup parlé depuis 3 jours. Vous savez qu'il a eu beaucoup de gens, il a eu Macron, il a eu Starmer, et n'oubliez jamais que toute l'Europe et le reste avaient, pour Zelensky, les yeux de Chimène. C'était Churchill face à Hitler, Poutine, hein, grosso modo dans le cliché qu'on a. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il va là-bas et je pense que, regonflé par cet accord qu'il a signé, et ça on le sait avec Keir Starmer, un accord de 100 ans, intéressant, sur les terres rares et compagnie. Je rappelle que les terres rares sont beaucoup au Donbass, qui aujourd'hui appartiennent à la Russie. Mais enfin bon, mettons. Et il arrive et
il était là, et les autres, vous savez, en disant, bon, on est là pour négocier les terres rares, hein, pour dire, voilà, on vous a donné 250 milliards, maintenant il faut rembourser, ou en tout cas, si vous ne pouvez pas rembourser, vous remboursez avec les terres rares. Et il dit, mais non, ça ne va pas du tout, Poutine est un salaud, il faut en finir avec la Russie, etc., etc. Et on arrive au clash qu'on a vu à un moment donné, etc., où il dit, vous les Américains, attention, vous croyez que vous avez un océan qui vous protège, mais pas du tout, un jour la guerre vous le... Et là, évidemment, Trump qui sort de ses gonds, etc., etc. Bon. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est, je te rappelais Ksenia Fedorova, c'est qu'hier soir, il a dit, Zelensky, oui, mais moi je suis prêt peut-être à revenir et négocier. Donc, on ne sait pas ce qui se passera. Ce qui est intéressant, c'est que je crois qu'aujourd'hui, le rapport des forces étant ce qu'il est, les armées européennes, ou la fabuleuse armée européenne, pour le moment qui n'existe pas, l'armée française, bon, l'armée française, etc., et toutes les armées, d'abord les Européens sont très divisés, vous avez vu ce qu'a dit Meloni, vous avez vu même que quand Macron hier a parlé de, il faudrait faire 1 mois de trêve, etc., même Starmer, qui est d'accord pour envoyer des soldats, dit non, on n'est pas d'accord avec ça. Donc vous avez une Europe divisée, et vous avez surtout une Europe qui n'a pas les moyens militaires de faire ce qu'il faudrait faire. On le sait, les F-35 n'ont pas encore été livrés, etc., etc., etc. Donc, il y a quelque chose qui est du ressort, pour moi, de la communication, des mots, du discours. Et voilà, c'est la guerre du discours contre les faits. Anne-Laure Bonnel ? Alors, ça fait 48 heures que cet incident, il a été présenté comme tel par les médias, est passé. Si on laisse l'émotion de côté et l'aspect... sidération qu'ont repris moult journalistes. En réalité, Trump n'a fait qu'appliquer ce qu'il a dit depuis le départ, qu'il voulait un règlement très rapide. Il avait donné l'image de 24 heures à ce conflit. Il ne voulait pas le recevoir. On a oublié de le rappeler. Donc là, on a eu une séquence de sidération médiatique et de plaintes. Or, certes, c'était costaud, un échange musclé. Mais il n'y a aucune surprise sur les mots et les conclusions que Trump porte sur le dossier. Mais sur la forme, comment vous avez interprété ce qui s'est passé quand même ? Sur la forme, moi je suis partie du principe qu'il ne voulait pas recevoir Zelensky. Il y a eu une pression de certains Européens pour que Zelensky s'y rende. Ouais. Ce n'était peut-être pas une bonne idée. J'ai regardé également l'entièreté, les 40 premières minutes se déroulent très bien. Il y a eu ensuite quelques tensions. C'est vrai qu'on n'a pas vu, alors ça ne se résume pas à ces 10 minutes de clash qui sont certes spectaculaires, mais si vous voulez, Trump bouscule tout. Il bouscule tout, alors que ça plaise ou ça déplaise, peu importe, la question ne se pose pas. Enfin, finalement, c'est pas à nous de juger. Il instaure ses propres règles. Il a dit qu'il ferait, qu'il agirait de la sorte. Il le montre. Il était venu. Zelensky devait signer un accord qu'il refuse de signer au dernier moment, montrant visiblement des photos à son arrivée. Ça a créé une espèce de tension. Là, on a pu déceler cette tension par des représentants de la délégation ukrainienne qui se touchaient les yeux et semblaient abattus. Donc il y a eu un gros malaise finalement. Alors je comprends que ça soit émouvant parce que Zelensky est présenté... l'Ukraine souffre, on ne peut pas le nier. Donc il y a un côté qui est choquant. Mais il faut savoir à qui on a affaire quand on rentre dans un débat. C'est terrible ce qui s'est passé pour Zelensky. C'est terrible, mais il n'y a aucune surprise. Il fallait se préparer à affronter des monstres de la communication et de la politique qui ont jeté, là, pour le coup, carte sur table et avaient annoncé quels étaient leurs souhaits. Philippe Pascot ? Moi, c'est intéressant tout ce que vous dites, mais il y a des pans entiers qu'on oublie comme à chaque fois. Je veux dire, bon, c'est bien, Trump est là, il essaie d'accélérer les choses vers la paix, c'est déjà le bon côté. Moi, ce que je regrette, c'est que partout dans les médias, on entend parler uniquement de minerais, de terres, de biens à prendre, de pays à dépecer au profit de puissances étrangères, mais j'entends pas parler de territoire, de blessés, d'échange de prisonniers, d'arrêt de bombardement, rien. Et j'ai l'impression que la paix se résume à comment je vais m'approprier une partie des biens de la terre de l'Ukraine. Et ça me gêne un peu. Aussi bien du côté de Trump que du côté de Macron. Que c'était un prêt au départ. Hein. C'était plutôt... Aussi bien du côté... Oui, mais bon.
Moi, je Là, pensais que c'était pour les valeurs. Hein. j'entends pas parler de paix, là. J'entends parler uniquement qu'est-ce que vous me donnez. Déjà dépecé, hein. Alors, il faut Oui, je beaucoup sais de bien. naïveté Déjà pour dépecé. penser qu'on te donne de l'argent sans rien attendre en retour. Une guerre, ça n'a jamais existé dans l'histoire. Ça, je l'ai jamais pensé. Moi, je pense juste aux Russes et aux Ukrainiens qui sont en train de continuer à se faire tuer sur le terrain. Et ça, personne n'en parle. Mais Ça a été rappelé par Trump lors de cette discussion en disant que là, il faut que la tuerie cesse. Nicolas Coquer, je précise que vous êtes Bien représentant sûr. des Républicains. Donc avec peut-être un léger parti pris, mais avec une lecture approfondie de ce qui s'est passé. Parce qu'évidemment, c'est une scène inédite qu'on n'a pas l'habitude de voir dans la Maison-Blanche. D'habitude, ça se tient en huis clos. Là, c'était ouvert au grand public. Et on a vraiment vu comment ces relations bilatérales sont censées se faire avec un certain protocole, un certain calme. Et là, c'est Vladimir Zelensky qui a été vraiment disruptif. Il n'est pas arrivé dans de bonnes intentions. Il avait le contrat qui était prêt à être signé, sur lequel on était tous d'accord que ça allait pouvoir être mis en place. Il a cherché à saborder ses efforts de paix aux dames de ces soldats ukrainiens qui sont en première ligne et qui souffrent, qui blessent et qui meurent sur le front. Emmanuel Macron a invité Trump et Zelensky, je cite, au calme, au respect, à la reconnaissance. Est-ce que c'est pas quand même une posture un peu opportuniste venant d'un leader en perte d'influence, selon de nombreux observateurs? Non. Profiteur, non. En quoi Communicant, il est légitime non. En quoi il est légitime pour donner rien des du leçons tout. de Macron, respect à deux présidents qui gèrent des enjeux quand même bien plus critiques? Macron, une fois de plus, ça fait que de la communication, point barre. Ça risque pas d'irriter davantage Trump, Le Nicolas? respect qui était demandé, c'était un respect et une gratitude envers le peuple américain, c'est le contribuable américain qui finance l'effort de guerre ukrainien depuis le lancement du conflit, voire même avant. C'est-à-dire que c'est Trump qui avait mis à disposition des missiles Javelin, alors que sous Obama et sous Biden, il n'y avait qu'une aide en couverture de survie et des choses très très légères. Donc il avait permis à ce que l'offensive russe ne dure pas 48 heures et que les chars russes n'arrivent pas à Kiev en 48 heures grâce à l'aide militaire qui avait été apportée durant le premier mandat de Donald Trump à l'Ukraine. Aujourd'hui, Volodymyr Zelensky est arrivé avec des revendications qui n'étaient pas celles qu'il avait auparavant. Il demandait des dédommagements considérables à hauteur de 300 milliards auprès de la Russie, des revendications sur des terres qui sont conquises et qu'il n'allait pas pouvoir récupérer. Et en soi, c'était vraiment une volonté de saper tous les efforts qui avaient abouti à cette rencontre. Xenia, Trump affirme que Zelensky n'est pas prêt pour la paix. Vous êtes d'accord avec lui? Bah, c'est pas seulement qu'il n'est pas prêt, il ne veut pas le paix. À mon avis, il ne veut pas parce que le paix, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de loi qui interdit les élections. S'il y a des élections, Zelensky absolument va pas gagner ces élections. Donc je pense que pour Zelensky, c'est absolument nécessaire de continuer. En plus, je pense qu'il est un peu dans cette idée qu'il peut continuer avec l'aide de l'Union européenne, les Européennes, cette guerre. Je pense que mon acteur, à la base, il continue de jouer un rôle. Et en fait, il est un peu en déni, à mon avis, parce que quand je regardais ce qu'il a dit, que l'Ukraine est avec lui, qu'il veut continuer de se battre, mais regardez les vidéos qui sortent de temps en temps sur Internet, sur les réseaux sociaux, avec les pauvres Ukrainiens qui sont attrapés dans les rues par SBU et envoyés à la fronte. Il y a des pertes de tous côtés, mais les pertes du côté ukrainien sont énormes. Et à ma connaissance, les gens ne veulent pas les guerres, les gens veulent la paix. C'est Trump qui veut la paix, c'est Poutine qui est prêt à discuter la paix, sauf que Zelensky et l'Union européenne ne veulent pas la paix. Je crois qu'il faut, juste un mot, je crois qu'il ne faudrait pas oublier, juste un bémol par rapport à ce que disait Nicolas Conquer, c'est que l'Amérique, oui, mais enfin, quelle Amérique a aidé, hein. Il faut quand même rappeler ce qui s'est passé, que quand Poutine est entré dans l'Ukraine, a envahi l'Ukraine, il faut le dire, en le février 2022, un mois et demi après, il y a eu des négociations où ça pouvait s'arrêter. Et tout le monde le dit, et c'est un très grand géopolitologue américain, Jeffrey Sachs, qui le dit, et il n'est pas le seul, c'est qu'il était question qu'on s'assigne. Et les Ukrainiens étaient là, les Russes étaient là, et ça devait signer. Et la paix et la guerre s'arrêtaient en avril 2022. Donc 1 million de morts avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est arrivé? Boris Johnson, envoyé par qui? Joe Biden. Et il a dit non, vous arrêtez rien sur la guerre, vous continuez, on va payer, on va vous donner tout ce qu'il faut et vous allez continuer la guerre. Faut jamais l'oublier, ça. Ça aurait pu s'arrêter en 2022, avril. Voilà. On n'en veut pas. Ouais. Moi, je suis en France. Hein. Il y Oui. a un pays qui vient et qui m'envahit l'Alsace. Même un mois après, j'arrête pas la guerre. Moi, je veux reprendre Mais il l'Alsace. était prêt à arrêter la guerre et il n'avait pas le Donbass.
Philippe. Non, mais il faut regarder les choses telles qu'elles Il sont. était quand même rentré en Ukraine et il refusait de sortir. Il était rentré dans l'Ukraine avec 200 000 soldats. S'il avait voulu prendre Kiev, Poutine, il prenait Kiev. Faut pas se raconter des histoires. À l'époque, ce n'était pas propre, c'était pour dire arrêtez la chose. Ce que je veux juste te dire, c'est qu'il ne faut pas inverser quand même. Ceux qui sont rentrés en Ukraine, c'est la Russie. Mais on est d'accord. C'est pas l'Ukraine qui est rentrée en Russie. Mais c'est ce qu'on vient de dire. Donc moi, je te dis, tu prends l'Alsace et la Lorraine, comme ça s'est fait à une époque. Je peux t'assurer que tu viens me voir un mois et demi après en me disant bon, on signe la paix, tranquille, je garde l'Alsace, etc. Je ne serais pas d'accord. Ce grand échec des accords de Minsk, 2014-2015, les républiques de Donetsk et Lugansk demandaient une autonomie. Si ces accords avaient été respectés, nous n'en serions pas là. Il y a quand même un grand gâchis. Non pas que je légitime ce qui se soit passé en 2022, mais il faut là rétropédaler. La Corse aussi demande depuis que ce temps son autodétermination. Non mais on a non mais ça n'a rien à voir. Je veux juste ajouter une chose. Paris ne bombarde pas la Corse. En revanche, Kiev a bombardé Donbass pendant des années. Des années. Il y a des enfants et les femmes et les civils qui étaient morts. Énormément de morts, mais personne n'en parle. Ce n'est pas la même situation. Pas du tout. Je veux bien t'écouter. Des deux côtés, civils et militaires, précisons-le, sinon on va avoir des ennuis. Des deux côtés, évidemment des deux côtés. Non mais le problème terrifiant dans cette histoire, c'est que nous, Europe, au lieu de jouer les médiateurs, au lieu de jouer en disant bon, est-ce que l'Union européenne a les moyens de s'ériger en leader moral d'abord face aux États-Unis? Elle a eu la salive. Ouais. Est-ce que le reste a suivi? C'est un problème. Alors les amis, on va bien sûr lancer le débat, on va parler de tout ça évidemment en détail. D'abord une première question toute simple, chère Ksenia Vodorova. Ce livre, Banni, liberté d'expression sous conditions, paru aux éditions Fayard, pourquoi l'avoir écrit maintenant? Mais en fait, pourquoi maintenant? J'ai pris presque un an pour l'écrire. Déjà, la chaîne était interdite par l'Union européenne en 2022 et était liquidée en 2023. On est 2025. J'ai pris presque un an pour récupérer un peu moi-même, pour mettre tout ce que j'ai vécu, bon, pas tout, mais la majorité des choses que je trouvais intéressantes pour les lecteurs français. Pourquoi l'écrire? Parce que je pense que c'est très important de partager cette histoire, même si on dit, bon, c'était une chaîne qui était sponsorisée par la Russie, c'est une autre chose. Non, en fait, c'était une chaîne qui était était installée en France et où les journalistes français sont travaillés. Et qui respectaient toutes les règles. L'ARCOM n'a jamais sanctionné Arte France, on n'a eu qu'une mise en demeure. Et donc, en fait, la chaîne était arrêtée par l'Union européenne, sans aucune base légale. C'était la décision de l'Union européenne et Ursula von der Leyen l'a annoncé. Et c'était fait sur le prétexte... Il y a d'autres chaînes étrangères qui mettent en France, Al Jazeera, exactement. Il y a une application aussi... Voilà. On n'a pas vu les chaînes pro-Israël ou pro-Palestine qui étaient interdites à cause des conflits, ces conflits-là. Donc en fait, il n'y a pas une logique, il y a deux poids, deux mesures, et c'est une pression très, très dangereuse pour la liberté d'expression. Et je pense qu'il faut parler de ça, et on n'était que le premier. Après, évidemment, il y a C8. On va en parler tout à l'heure. Donc vous avez vécu ça comme une grande injustice, c'est ça? Bien sûr, mais je pense que pas seulement moi, mais les journalistes qui sont travaillés. Il y avait combien de journalistes? Bon, à l'époque, on était 160. À la fin, on est peut-être une centaine. Mais il y a quelques-uns qui sont trouvés le travail. Les autres étaient toujours blacklistés pour le travail qu'ils ont fait pour RT. À mon avis, c'est quand même extraordinaire. Si on est dans une démocratie, pourquoi pas donner la vraie raison? Montre-nous ce qu'on a fait. Parce que le deuxième piège en plus aujourd'hui, c'est que non seulement tu fermes des journaux, etc., mais en plus les gens sont blacklistés derrière. C'est-à-dire que quand tu as le malheur de ne pas être dans les cordes de ce qu'il faut être respectablement admis par nos gouvernants, non seulement on te ferme, mais en plus tu ne trouves plus de travail. Et ça, c'est encore plus grave pour la liberté d'expression. C'est-à-dire qu'on étouffe complètement tous les gens qui sont hors du cadre. Je confirme, même tout en n'étant pas tout à fait d'accord sur tout, que RT, auquel j'ai été souvent invité... Tu n'avais pas subi de pression. Jamais, on m'a fait aucune pression sur ce que j'avais à dire ou ce que je devais dire. Et j'ai toujours eu une liberté de parole au sein d'RT. En fait, c'est ça, l'idée du pluralisme, c'est avoir les points de vue différents, avoir un débat sur les plateaux
Et c'est comme ça, il faut faire. Malheureusement, aujourd'hui, c'est hyper compliqué. Et puis alors, il y a une véritable hypocrisie. On revient sur ce que dit Philippe et ce que dit Xenia. Il faut savoir, on est toujours dans une espèce de tartufferie formidable, où on interdit tout média à argent étranger. Tout média. Non mais je veux dire, tout média de tout pays en disant s'il y a de l'argent étranger pour un média, on estime que c'est influence ou pas. Et là où elle a raison, il y a 2 poids 2 mesures. Pourquoi il y a 2 poids 2 mesures? Où on applique cette règle. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, je n'ai pas de jugement. Ou pas. Or, regardez ce qui se passe dans la presse écrite, regardez ce qui se passe dans la télévision, regardez ce qui se passe. Kretinsky, il a sa chaîne, alors c'est une filiale française, mais c'est une filiale d'un groupe tchèque. Voilà. Ça, on l'a oublié de le dire. Voilà. Et je crois qu'il n'y en a pas beaucoup de chaînes qui sont des filiales de groupes étrangers. C'est un véritable mensonge étatique où ils nous font croire qu'il y a une liberté d'expression, mais c'est eux qui choisissent la liberté. Nous, on a juste l'expression et surtout l'expression de se taire. Alors, il faut qu'on sait, on est dans un pays, plus on va se taire, plus ils vont fermer les taux. Moi, je conseille aux gens d'acheter le livre Banni, n'hésitez pas, avant qu'il soit aussi interdit. Il y a déjà les appels de les interdire. Ah oui, oui, parce que, d'ailleurs, alors j'avais envie de vous demander comment vous vivez aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites. Et vous avez déjà eu un article, quelques heures avant cette émission de Libération, Xenia Fedorova, d'ancienne patronne de Russia Today France, la nouvelle voix poutinophile de l'Empire Bolloré. Comment vous réagissez à ce type de... Moi, j'ai déjà une collection des titres magnifiques. Je pense qu'il y a une, La Diable porte Pravda. Je trouvais ça assez créatif aussi. Libération qui est vendue à combien à peu près par jour? Je crois qu'on devrait me donner des chiffres. Je sais pas, quelques milliers d'exemplaires. Voilà. Avec quelques milliers d'exemplaires aussi, incertitude. Et une subvention de 16 millions, 15 à 16 millions par an d'euros, il faut le dire. C'est un petit peu notre argent. De l'État, c'est-à-dire notre argent, bien sûr. Mais c'est pas nouveau, ils sont déjà sortis des articles sur notre chaîne à l'époque quand c'était le lancement, à la fermeture. Donc oui, c'est une façon de guerre médiatique pour décrédibiliser les voix qui dérangent. Et c'est pas seulement sur nous, les experts qui osent de parler de choses qui ne vont pas dans la même direction comme la ligne générale, et ils se trouvent absolument diabolisés sur les réseaux sociaux, par les experts, par les fact-checkers, par leur page sur Wikipédia est changée régulièrement avec les mensonges en fait, on ne peut pas corriger parce qu'ils sont pris contrôle un peu partout. Malheureusement, c'est le cas aujourd'hui. Et c'était le cas avec tous les réseaux sociaux. Avant qu'Musk achetait X, quand c'était Twitter, il y a eu la censure, le shadow ban, l'étiquetage, on peut dire ça en français. Voilà. Donc, pour moi, c'est un énorme problème, et ça existe. Et franchement, je pense que l'Europe tombe plus profondément dans la censure. Et c'est paradoxal. Il accuse les autres, mais en fait, c'est ici où il n'y a pas liberté d'expression complète. Eh bien justement, ça va être l'occasion d'en parler de cette liberté d'expression. Quelle place pour la désinformation dans le paysage audiovisuel français? On parle bien sûr du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Médias mainstream versus médias alternatifs. Qui remportera le combat? On va en parler dans un instant, tout de suite après cette introduction. Quels sont les nouveaux visages de la censure? Russie, Ukraine, quelle place pour la désinformation en France? Médias mainstream versus médias alternatifs. Qui remportera le combat? Voilà donc le thème de ce premier débat qui s'annonce passionnant. Alors, tout d'abord, une question toute simple. D'après vous, tous qui êtes là autour de moi, quelle place occupe la désinformation dans le paysage audiovisuel français au sujet du conflit russo-ukrainien? Je me tourne d'abord vers Anne-Laure Bonnel. Quelle place? Déjà, vous soupirez. Oui. Non, mais on a assisté à plusieurs phases. Vous avez été blacklisté, mais partout. Hein, mais... Oui, alors bon, moi j'ai été blacklisté. André, vous faisiez quoi, 1 million, 2 millions de... Oui, bon, au-delà de mon cas, moi je l'ai payé j'ai payé le prix fort pour les documentaires que j'ai réalisés. Avec des menaces. Oui, j'ai perdu mes postes. Je peux revenir là. J'ai perdu mes postes à l'université comme chargée de cours à l'INA, etc. dans les écoles de journalisme. Ça faisait 15 ans que j'enseignais. J'ai tout perdu. Bon, voilà, donc. Mais au-delà de mon cas personnel, que je regrette évidemment, on a assisté tout de même à 3 types de narration dans la présentation du conflit ukrainien. Rappelez-vous, au départ, et c'est là où ça m'a joué des torts,
Moi, quand on me filme pour la première fois, je leur explique, attention, ce conflit a commencé en 2014. Première phase, on a réécrit l'histoire et on a, en 2022, donc, on n'a absolument pas parlé de 2014. Rappelez que le conflit avait commencé en 2014, ce n'était pas légitimé le 24 février 2022, mais c'était expliqué que pour comprendre un conflit, il faut un temps long, il faut sortir de l'émotion et regarder les enjeux géopolitiques qui sont en cause depuis de nombreuses années. Cette phase-là, elle a duré quasiment 1 an et demi où on n'a pas parlé de 2014. Ensuite, il y a eu ces fameux accords dont personne n'a parlé pendant 1 an, en mars 2022, où là on était très proche d'un cessez-le-feu. Ça a été totalement tu. Donc c'est un conflit qui a avancé par omission des faits, par réécriture et par... on a blacklisté les aspects importants qui auraient permis au grand public, à l'opinion publique, de se faire une idée et de sortir de l'hystérie collective qui a été mise en place notamment par LCI avec de nombreuses voix ukrainiennes qui n'apportaient aucun éclairage historique, qui ne permettaient pas de contextualiser, mais qui avaient uniquement un apport d'affect, ce qui ne permet pas à l'esprit critique de juger. Et encore une fois, il ne s'agit pas de légitimer ou pas une guerre, il s'agit de comprendre pour prendre les bonnes décisions. Et là, on voit, vu dans quel merdier nous sommes, pardonnez-moi, on se voit bien que personne n'a pris les bonnes décisions. Et la troisième phase, maintenant, c'est à laquelle on assiste, c'est un pseudo-rétropédalage. Comme par magie, on parle de 2014. Oui, finalement, cette guerre a commencé en 2014, c'est tout récent, ça. Ça date des 6 derniers mois. Depuis qu'on assume à demi-mot que l'Ukraine aura de très grandes difficultés à remporter cette guerre. Donc on est en train de voir des journalistes de plateau qui avaient nié par omission... Même Pascal Praud a dit en début de semaine que cette guerre, l'Ukraine l'a perdue. L'a perdue, mais... Je crois, enfin... Parce qu'il dit un peu n'importe quoi. Mais peu importe, ce qui est important de voir, c'est qu'on a menti. On vous a présenté un conflit comme si, avec l'effet de sidération qui commençait en 2022, or, il y avait tout un contexte qu'il fallait mettre en lumière pour le comprendre. Hier, Bauer était interrogé, il l'a reconnu. Il est revenu sur 2014, il est revenu sur les accords de Minsk, etc., etc., etc. Ce qui aurait permis à des voix contradictoires de s'exprimer et peut-être à nos politiques de prendre certaines décisions qui n'ont pas pu être prises parce qu'il y a eu le poids de l'opinion publique. Vous étiez jugé comme Kremlin, poutinolâtre ou agent de l'étranger. Si vous osiez émettre un contexte historique, vous étiez traité d'agent étranger. C'est très grave, vous pouvez aller en prison pour ça. André ? Juste un mot, je crois que vous êtes revenu un peu là-dessus, mais alors vous avez oublié une date importante, vous n'avez pas oublié, mais enfin, je rappelle l'histoire des accords de Minsk. Pourquoi ? Parce que nous avons diffusé, nous n'étions pas les seuls, vous savez qu'il y a eu déjà Yves Lafesse russe, Lexus, etc., qui ont piégé Angela Merkel et François Hollande. Et nous avons diffusé, ils se sont fait passer pour le président ukrainien de l'époque, Petro Poroshenko. Et donc, ils expliquaient, et François Hollande dit textuellement, vous pouvez retrouver ça dans les réseaux sociaux, y compris sur Sud Radio, mais tout à fait ailleurs, ils évaluent les accords de Minsk. Et François Hollande dit textuellement, attendez, les accords de Minsk, on n'y croyait pas une minute. On a signé, parce que je rappelle que l'Angleterre et la France, l'Allemagne et la France, pardon, étaient garants des accords de Minsk. C'est-à-dire, on ne prenait pas le Donbass et tout ça, l'Ukraine ne rentrait pas dans l'OTAN et tout ça, et ça, c'est bon. Et il signe. Personne n'a tenu compte. Et Hollande dit textuellement, écoutez, nous, on a signé simplement pour laisser à l'armée ukrainienne le temps de se réarmer. Il le dit textuellement, c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Oui, mais encore plus, ça c'est très juste. Mais une chose qui est importante et qui permet de comprendre ce qui s'est passé, ce qui se joue sous nos yeux. La deuxième chose que j'ai dite et qui m'a coûté mes postes et qui est aujourd'hui vérifiée, que tout le monde admet, c'est la troisième phase de communication autour de ce projet, de cette guerre, pardon. Certes, ça a démarré en 2014, mais dès 2014 et bien avant, il y avait déjà l'OTAN qui soutenait des soldats ukrainiens et de l'autre côté, des Russes
qui soutenaient, donc on avait déjà un affrontement OTAN-Russie. Et ça, personne ne voulait l'entendre. Avant 2014. On peut même regarder à 2007, quand Vladimir Poutine a fait son speech dans la conférence de Munich, où il a alerté les pays de l'Occident d'arrêter de faire l'élargissement de l'OTAN vers la frontière de la Russie. Et en fait, si on regarde, il y a eu les promesses qui étaient cassées, si on peut dire ça, du côté de l'Occident vis-à-vis de la Russie, parce qu'après la chute de l'Union soviétique, les États-Unis disent qu'on ne va pas du tout inviter les autres pays voisins de la Russie à l'OTAN. Finalement, on a eu, je pense, 30 pays qui sont rentrés de l'OTAN à partir de la chute de l'Union soviétique et jusqu'à 2014. D'ailleurs, c'est ce que vous dites, Xenia, dans votre livre, justement, Banni. Vous écrivez, avant même qu'elle ne débute officiellement et que l'opération spéciale soit lancée, les médias mainstream avaient initié une campagne anti-russe permanente. Aucun d'entre eux ne manifestait la moindre curiosité pour tenter de comprendre les racines profondes de cette crise majeure qui prenait forme sous leurs yeux grands fermés. Comment vous expliquez ça, Philippe Pascot? Parce que ça fonctionne plus comme ça, malheureusement, aujourd'hui. Aujourd'hui, t'es condamné avant d'être accusé. Moi, ce que je constate et ce que je regrette, je précise bien... J'ai l'impression que tout ce qui s'était passé entre 2014 et 2022 n'a jamais existé. J'ai bien précisé, pour pas me faire assassiner derrière, je suis pas pro-Zelensky, je suis pas pro-Poutine. Parce que sinon, les commentaires derrière, tu te fais assassiner. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que partout, il n'y a que des réflexions binaires. Soit t'es pour, soit t'es contre. Soit t'es MeToo, il n'y a plus aucune nuance. Soit t'es MeToo, soit t'es un gros cochon. Soit t'es Gaza, soit t'es pro-israélien. Soit t'es pro-Poutine, soit t'es pro-Zelensky. Soit t'es pro-wokisme, soit t'es contre les wokismes. Et entre les deux, il n'y a plus de capacité réflexive. Il n'y a plus des gens qui peuvent apporter une autre version, parce que si ça rentre pas dans le cadre d'un camp ou de l'autre, t'es mort. Et c'est ce que je regrette. Les gens ont plus la capacité. La mondialisation de l'information fait qu'il y a de la désinformation de tous les côtés. Et que comme c'est excessivement dur de se retrouver dans la multitude d'informations qu'on reçoit de partout, eh ben les gens prennent des positions ultimes. Je suis pour ou je suis contre. Mais est-ce qu'on pourrait faire la part des choses? Il n'en est pas question. Je suis d'accord, on peut t'applaudir d'ailleurs même parce que je pense que... Nicolas? On a également des chaînes qui ont fait vraiment de leur ligne éditoriale principale le traitement de ce conflit avec un regard très partisan, qui limite activiste. LCI, pour ne pas les nommer, c'est déjà sorti, mais de fait, ça souffrait mais aucune contradiction, il n'y avait aucune nuance, et encore une fois, beaucoup d'hystérie, d'émotion, de pathos, alors qu'il aurait su apporter quelques éclairages historiques et pour nuancer ça. Selon toi, les médias mainstream diabolisent Poutine ou pas? Effectivement, il y a la position du diable. Régis Le Sommier vient de faire un livre. Régis Le Sommier va sortir un livre sur la position du diable. Tout débat nuancé, c'est ça? Mais clairement, de ne pas comprendre un peu les enjeux, le contexte historique, et sans pour autant faire un peu l'apologie du roman national russe, et de comprendre un peu quels sont les enjeux géopolitiques. Mais ça dépasse peut-être le temps de cerveau disponible. Tous ces experts qu'on voit de plateau, ils n'ont pour la plupart jamais mis un pied en Ukraine. C'est ça qui est quand même absolument dingue. Une opération photo, s'ils étaient bien avec leur petite tenue tactique. Et ils vont jusqu'à remettre en cause les propos de ceux qui, eux, ont été sur le terrain, aussi bien côté ukrainien que côté russe. Buzz. Comment tu juges ces experts? C'est la philosophie du buzz. N'importe qui est nommé expert, entre guillemets, il dit un truc, il faut que ça buzz. Donc il raconte n'importe quoi, et les gens ne vérifient plus leurs informations. Moi, je suis bien placé pour le savoir. André me connaît, je ne fais que dans le factuel depuis 10 ans. Mais pour faire le factuel, je vérifie 3 fois, 10 fois, 15 fois mon information. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, le moindre truc qui commence à buzzer, il faut qu'il y ait une surenchère derrière. Et cette surenchère fait que ça mène vers le n'importe quoi. Cela dit, restons un peu sur les généraux de plateau, comme sur les médecins de plateau. On a vu ça avec le Covid. C'est un peu les mêmes en général. Oui, ils ont changé de livret, tu vois, à un moment donné. Mais c'est extraordinaire, honnêtement, le cas de LCI, on peut le dire, c'est quand même un cas d'école. Ça restera dans les annales anthropologiques, quand même, de ce point de vue-là. Parce que tu as participé à cette chaîne à une époque. Et honnêtement, c'était vraiment la chaîne de référence. Au moment du début de Russie-Ukraine et du Covid. C'était extraordinaire. C'est-à-dire que le Covid, je rappelle, tous vaccinés, tous protégés, pas question de parler d'un quelconque bémol ou d'effet secondaire. Tu étais évidemment un complotiste total. Mais pour moi, l'acmé, le sommet, ça a été quand on a expliqué que Poutine avait le cancer, le sida, n'existait plus, il y avait un homologue, etc. Que les Ukrainiens avaient tout enfoncé et marché sur Moscou. Rappelez-vous Wagner et quand il y a eu tout ça. Et c'était extraordinaire. Et c'est la chaîne quand même, il y a toutes les insultes. Là, il y a eu le Pédraton laveur, j'ai vu ça il y a quelques jours. Les cafards, etc. Il y a à la Poédie, il y a tous ces gens. Mais pire que ça, c'est qu'aucun, ça fait 2 ans et demi, aucun ne dit peut-être qu'on s'est un peu trompé.
Même pas d'autocritique, même pas de mise en question. Tout va bien. Aujourd'hui, on parle encore du nuage qui s'arrêtait à la frontière. Ben, bien sûr. Et les journalistes ne le reconnaissent même pas encore. Il y a encore des gens qui disent, mais oui, le nuage, il s'est arrêté à la frontière. Et c'était le commencement étatique de la désinformation. Xenia, malheureusement, ça date de plus longtemps. Comme vous le savez, la désinformation, c'est vieux comme Xenia a des propos intéressants dans son livre. Elle dit, vous dites que, je vous cite Xenia, carte à l'appui des militaires, des généraux, des journalistes démontraient sur telle ou telle chaîne l'inverse de ce que la réalité du terrain disait. Vous allez jusqu'à dire que les médias français étaient, je cite, le Far West du paysage médiatique. Les médias français ont donc perdu toute rigueur en se fiant à des experts déconnectés du terrain. C'est ça que vous dites? Oui, exactement. Non, mais c'est triste à regarder. Pas parce que je suis russe et je voulais que vous sachiez comment ça se passe. Vous suggérez quoi, mais c'est un peu ça. Une absence totale de règles éthiques dans les médias français. J'ai arrêté de regarder en moment les télé français parce que j'ai vu les choses, par exemple, les citations c'était Ursula von der Leyen qui a dit que l'armée russe est obligée de voler de machines à laver pour retirer les chips parce que l'économie est en train de s'effondrer. Mais en fait, c'est ça ce qui est étonnant. En fait, il y a les gens qui croient ça. Et cette sous-estimation de la Russie, c'est pour ça qu'il y a une énorme surprise aujourd'hui qui finalement la Russie continue d'avancer vers les objectifs qui la contradiction n'existe plus parce qu'on pourrait dire, j'ai dit à Xenia aussi, c'est que la Russie n'est pas non plus le parangon absolument de la liberté totale. Faut quand même pas. On est bien d'accord. Quand même, faut pas. Moi, j'y ai été quelques fois. Quand même, je veux dire, c'est pas là aussi sur l'Occident, ils donnent pas toujours les informations les plus. Le mec qui est mort en prison il y a pas longtemps. C'est vrai. Vous savez, moi je regarde les médias russes parce que ce que vous voyez ici, c'est juste les petits extraits qui est choisi pour vous par les journalistes des LCI. Mais moi, je regarde les médias russes et je vois beaucoup plus d'équilibre sur les couvertures de ces conflits, sur la couverture de Trump, sur la couverture des situations en Europe, que je vois ici. En fait, c'est paradoxal, mais c'est ça. Il y a tous les points de vue qui sont présents. La presse russe est plus libre que la presse française, franchement. Je pense qu'il ne faut pas essayer de mettre ces étiquettes libres. Qu'est-ce que c'est la liberté, finalement? Comme je vous ai dit aujourd'hui, on a eu déjà un petit échange avec vous, André, ce matin. Oui, c'est pour ça. En fait, j'ai dit que... Est-ce que vous avez vu, par exemple, le journaliste de TF1 qui a posé en question à Poutine il n'y a pas très longtemps? Et c'était bien après qu'RT France était fermée en France. Donc en fait, les accréditations, les journalistes étrangers sont toujours là. Il y a toujours les journalistes des oppositions. Bon, ils sont décidés de déménager à Pays-Balt parce qu'à partir du moment où la Russie a commencé l'opération militaire, il y a une loi qui interdit mensonges, fake news sur l'armée. Voilà, donc pour eux, ils ont décidé de partir. C'est pas comme l'État a décidé de les fermer. Mais je ne suis pas l'avocate. C'est pas que c'est l'émotion qui a pris le pas sur l'information. Oui, bien sûr, mais c'est ça, c'est un peu le sketch parce que vous nous avez rapproché beaucoup de choses à la Russie, comme c'est toujours une Union soviétique. Mais moi, je peux vous dire que mes amis français qui sont voyagés à Moscou, ils sont beaucoup plus libres, beaucoup plus en sécurité aujourd'hui. Qui est par exemple à Paris, il a accès à toutes les sources d'information. Les Russes sont beaucoup plus vaccinés. Sans parler de l'économie russe, pour avoir été soi-disant à genoux, elle a l'air de il faut que j'ajoute une chose, même si vous ne me croyez pas, peut-être, mais en fait les Russes, après l'Union soviétique, je pense qu'on a un esprit beaucoup plus critique que les Européens. Parce qu'on a vécu ces genres de propagande, de censure d'information, etc. Et aujourd'hui, on cherche plusieurs sources d'information pour un point de vue. Ce qui, je pense, qui est absolument normal, obligatoire. Comme le disait mon ami André, objectivement, est-ce que vous ne pouvez pas non plus, tout en étant russe, Xenia, faire une part d'autocritique quand même sur... Il n'y a aucune erreur qui a été faite bien sûr qu'il y a eu des erreurs, bien sûr, et je parle de ça dans mon livre. Par exemple, notre couverture de crise sanitaire, on était obligé de suivre un peu la ligne générale parce que on était surveillés par l'ARCOM et on ne voulait pas perdre notre licence. Donc, on a touché les sujets critiques, évidemment, mais on était très, très, très prudentes. Et moi, je regrette ça. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses à parler et on n'a pas fait assez. Mais dans les contextes qu'on a vécu, mon objectif était de sauver la chaîne. La diabolisation de la Russie, Anne Lambonnel, je me tourne vers vous. Est-ce qu'on ne peut pas dire que, par les médias français, j'entends, est-ce qu'elle ne pourrait pas relever aussi d'une stratégie
éditoriale ou d'une pression politique? Ils sont vraiment libres, les médias français, de dire tout ce qu'ils disent. Non, mais les médias ne sont pas libres nulle part. Bon. Voilà. Ouais. Y compris en France. Y compris en France. Et ailleurs. Et ailleurs. Donc, Dès qu'il y a quelqu'un qui paye le journal. c'est Coluche, non, qui disait veux dire que ça pourrait la devenir vérité un est business, trop c'est ça aussi, importante et c'est un dangereuse business. pour être dite devant des millions de spectateurs. Voilà, bon. La dictature, c'est ferme ta gueule, la démocratie, c'est cause toujours. Donc si on en reste là, non mais c'est facile, mais si on en reste là, c'est vrai. Mais le problème, c'est qu'il faut se battre chacun dans ses pays, dans son pays, contre la censure, contre l'autocensure. Je crois qu'il n'y a pas un pays qui est, sauf que, moi je me permets de dire, et c'est à l'égard de l'Amérique. Il y a des pays plus ou moins violents, Voilà. mais après il y a des mises à l'écart qui sont plus ou moins... Il y a une violence sous-jacente et Moi, une le violence premier amendement de la sous-jacente. Constitution américaine qui dit la liberté, la liberté, la liberté, c'est le premier amendement de la Constitution. J'aimerais qu'on ait un premier amendement de la Constitution française qui Ouais. mette la liberté au-dessus de tout. Ouais. Je Moi, regrette Mais- pas les Les Français qui m'appellent. Effectivement. Nicolas. Sous le regard américain, et pour ajouter une précision, parce qu'on en parle beaucoup ces derniers temps, le premier amendement de la Constitution des États américains qui traite de la liberté d'expression, en fait, elle ne vient pas s'appliquer à telle ou telle chaîne. C'est surtout du gouvernement sous les citoyens ou ceux qui habitent dans le pays. C'est-à-dire que ça n'empêche pas qu'à l'époque, des Facebook, des Twitter et d'autres journaux appliquaient eux-mêmes des censures, voire même en entreprise. C'était beaucoup plus sournois. Alors qu'en France, vous avez la CEDH qui vient permettre de scruter, vous avez une liberté d'expression qui est garantie là, dans ce cas de figure-là. Mais il y a une limite sur le traitement qui va être appliqué. On a des lois liberticides, on a des lois mémorielles, on peut être d'accord ou non. Et ce qu'il n'y a pas aux États-Unis, où là, c'est effectivement, il n'y aura pas de pouvoir centralisé étatique RT, qui vient RT, réduire RT et continue de diffuser aux continue États-Unis. d'émettre aux États-Unis. Absolument. Tiens, voilà. Mais Pardon. peut-être juste une précision par rapport à ça, c'est que vous avez parlé de l'esprit critique qui est éminemment intéressant et l'absence de contradiction et de nuances sur les plateaux dans ces narratifs officiels auxquels on assiste génère une hystérisation du débat. C'est impossible et d'organiser ça crée des du débats. fanatisme. Ça crée du fanatisme Contradictoire. et ce fanatisme, il a des conséquences immédiates. C'est pas tant des bêtises qu'on entend à la télévision et sur lesquelles on peut zapper ou éteindre la télévision. Je vous rappelle juste qu'il y a eu des tentatives de violence par des groupes armés. Il y a Donald Trump qui a été victime qui a fait l'objet d'une tentative d'assassinat par quelqu'un qui était fanatisé par une propagande pro-ukrainienne, la deuxième tentative d'assassinat, et qu'ils ont recours à une action violente pour faire entendre leur message. Donc ils sont poussés à bout par une propagande qu'ils entendent jour et nuit. Et on exploite ces faiblesses-là. Et le président que je soutiens a failli tomber sous les balles de quelqu'un qui n'avait absolument aucun lien avec ce conflit, mais qui cherchait à faire du recrutement pour aller servir en Ukraine. Je retiens ce que vient de dire André, c'est aussi une mondialisation du fanatisme. Il faut savoir qu'en France, dernièrement, il y a eu 2 tentatives d'assassinat, je ne suis pas pro-Macron, qu'on soit d'accord, qui ont été avortées. Donc malheureusement, c'est en petit comité. Ils ont arrêté les personnes avant, mais ils étaient en train de préparer des attentats, des fanatiques, entre guillemets, d'un côté ou de l'autre, contre le président de la République. Ça venait d'où? C'est en France. Philippe, juste une chose, vous avez vu qu'il y a eu une grenade jetée sur le consulat russe à Marseille. Et qui étaient, on les a, 2 chercheurs du CNRS. Là, ça devient intéressant. Le CNRS devient médecin terroriste. Et par rapport à la désinformation, moi j'ai des journalistes en France qui m'appellent en me disant Philippe, je te refile l'information parce que je ne peux pas la faire paraître dans mon journal. Et en parlant de journal, justement, c'est intéressant ce que tu dis aussi, Philippe, parce qu'on sort un peu du paysage audiovisuel. Et j'aimerais bien avoir votre réaction sur la une. On va essayer de la mettre en illustration. La une du Point, c'était la semaine dernière, qui qualifiait Donald Trump, on voyait en sous-titre, homme de Moscou, et qui sous-titrait Poutine et Trump, l'alliance des prédateurs, alors que justement, Trump pousse plutôt, semble-t-il, vers la paix. Cette couverture du Point, est-ce qu'elle reflète, d'après vous, une volonté des médias français de discréditer toute tentative de dialogue avec la Russie? Oui. Oui. Elle est Oui, sidérante. c'est la guerre de la propagande d'un côté ou de l'autre. C'est à celui qui balancera le plus d'informations pour désinformer, pour critiquer l'autre, que ce soit du côté de l'Ukraine ou que ce soit du côté de la Russie. On y est malheureusement dans ce genre de choses. C'est quoi? C'est la preuve d'un biais systématique? C'est la preuve d'un système biaisé. Les hackers, les gens qui font 30 000 comptes Facebook. Mais si vous me touchez comme ça, comme si on hackait, Les gens qui font 30 000 comptes en une journée pour créer de la désinformation, ça existe. On en a les preuves. Et c'est aussi bien d'un côté que de l'autre. Je voudrais m'arrêter parce que Le Point est un journal quand même bien fait, c'est un journal en général bien informé en tout cas. Et là, ce titre-là, Trump, l'homme nommé. Moi, j'ai lu ce qu'il y avait dedans. Et là, non, mais on touche vraiment au problème du journalisme. J'ai lu, je me dis, ils vont avoir une enquête,
vraiment qui va étayer ce côté Trump le mode Moscou. Rien. Des rumeurs, et ils interviewent Givkov, le star de la LCI, l'ex-KGB, qui dit oui, c'est plausible. Formidable. Ça, c'est du vrai journalisme. Ah, mais c'est plausible, oui. Si ma tante en avait, elle serait mon oncle. C'est plausible. C'est quoi cette histoire? Je le mets dans mes livres. Il y a une affaire qui a duré 3 semaines sur toutes les télévisions mainstream, avec une source proche, une proche source, sur la nana qui avait pris une baffe, et les enseignants avaient pris parti pour la nana qui avait pris la baffe. C'était un mensonge éhonté, on en a toutes les preuves. C'est quand même une information qui a circulé sur toutes les chaînes pendant 15 jours, sans aucune vérification sur place. C'est-à-dire que, comme tu disais tout à l'heure, les gens ont balancé l'information, et ça a pris des proportions dingues, parce qu'il y avait un relent de racisme derrière, la nana qui était voilée, qui a pris une baffe, les gens... Il n'y avait aucune vérification sur le terrain. Tous les journalistes, entre guillemets, experts, ont repris l'information sans la vérifier. C'est un truc de fou. J'aimerais quand même qu'on ait un mot aussi pour notre championne, Nathalie Le Petit Loiseau, qui va sortir là, qui est allée de sa publication sur X. Elle a dit pour les 4 ans à venir, les États-Unis ne sont plus nos alliés. Championne quand même. C'est invraisemblable de tenir des propos comme ça, c'est irresponsable. Oui, la championne Nathalie Loiseau. Ah ouais, je connais bien, j'ai un petit dossier sur elle. Ah bon? C'est-à-dire? Ouais, du connais du Bénin. Ah bah dis-nous là. Elle comprendra. Ah bah non, t'es obligé de nous dire là. Ah, c'est une amie, Françoise Nicolas, qui a failli se faire étrangler au Bénin. Ah oui? Il y a Par quelques Nathalie années. Loiseau? Pas par d'ailleurs, par les gens qui étaient avec elle. Ah ouais. Mais il semblerait, hein. Je fais attention. Ça montre bien ces déclarations de Nathalie Loiseau, le camp des va en guerre. C'est plausible. C'est ça de source sûre. Non, mais il y a quand même deux camps ici qui s'affrontent avec les va en guerre et les va en paix. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a un acteur principal qui a la capacité de réunir les parties prenantes de ce conflit autour de la table pour mener vers un accord de paix, qui est Donald Trump, et que tous ceux qui s'y opposent sont au contraire ceux qui veulent poursuivre cette guerre qui va continuer à créer des centaines de milliers de morts. Et rapporter beaucoup d'argent à quelques-uns. Mais c'est terriblement cynique. Personne ne veut ça. Et Donald Trump, lors de cette déclaration, il dit il faut en finir. Vous n'avez plus les cartes en main, vous perdez vos hommes, il faut que ça cesse. Et aujourd'hui, on arrive dans quelque chose d'orwellien où la paix, ça serait la guerre. Enfin, c'est absolument invraisemblable. C'est dingue aussi cette obsession quand même, qui est peut-être une obsession française, à voir partout. Là, je crois que nous tous, ici même, on est aux yeux de plein de gens 6 agents du Kremlin, quoi. On est tous des agents je suis de la CIA. de Moscou. Ça dépend des endroits. Non mais c'est fou. Ouais, mais comme même Trump sera un agent du Kremlin, mais je sais. Par ricochet, tu y es aussi. Non mais ça veut dire quoi ça? C'est sûr. Faisons une petite assise, hein. Ouais. Un peu comme ça léger. Moi, ce serait formidable parce que en ce moment, et c'est clair, Poutine et Trump vont se paxer. Voilà. Demain, après-demain, dans 3 semaines, c'est le Pax. Et imaginez un truc, l'alliance du rouble et du dollar. On crée le roublard. Ah, pas mal. La monnaie unique. La monnaie unique mondiale, le roublard. Alors moi j'aimerais quand même qu'on dise un mot de ces médias alternatifs quand même qui doivent beaucoup justement à la défiance envers les mainstream depuis le conflit. On en est une des illustrations je pense les plus notables ici à TVL. Quel est votre regard dessus sur cette opposition entre le narratif des médias mainstream et puis ces médias alternatifs ou en tout cas un petit peu à la marge? Pourquoi les médias mainstream refusent de reconnaître la valeur des reportages qui sont réalisés par ces médias ou alors côté dans russe, ce genre de médias, il y a la liberté parfois d'expression. T'es pas tenu par un patron qui t'empêche de parler. Régis Le Sommier, c'est incroyable, il en vient de ces Mais médias Régis, mainstream. j'adore. Alors maintenant qu'il est chez Omerta, j'ai voulu faire un débat et lui trouver un contradicteur. Voilà, tout de suite c'était Laurent Alexandre. Tout de suite, non, je ne débat pas avec des traites, c'est un agent. Mais j'ai eu ça aussi pendant un peu d'années où des députés téléphonaient que si j'étais dans l'émission, ils venaient pas. Donc malheureusement, nous avons à quelques-uns une liberté d'expression qui ne peut pas cadrer avec les gens qui sont dans les c'est pas rails. l'avenir, c'est déjà le présent, mais ces médias Alors, alternatifs. les médias alternatifs, je le mets d'emblée, c'est l'avenir immédiat. Mais le problème, c'est que ça n'a pas duré parce que la plupart des médias... C'est comme ça, parce qu'ailleurs, à l'étranger, ça se passe pas comme ça. C'est ici, hein. Tu vas aux États-Unis, en Angleterre... C'est français, donc c'est il y même a ceux qui peut-être. ont fait l'élection de Donald Trump. Non, mais il faut peut-être se poser une question. Il y a peut-être c'est chez nous que ça va pas, où la liberté d'expression a peut-être pris le plus cher, hein, et où les gens sont mis sur le côté, étiquetés. Le même problème qu'il y a en France, Oui et non, c'est que la oui et non, liberté oui et non, d'expression, parce que, aujourd'hui, il faut la pardon. payer. Non mais pardon, les journaux américains, au moment parlons de ça, et qui prennent l'expression de 2016, Trump en 2016 et Trump en 2024. Rappelez-vous quand même que la 3/4 des médias américains, sinon les 4/5, étaient anti-Trump.
à mort. Je veux dire, vraiment, c'était ça. Alors lui, il a joué la désintermédiation par les réseaux sociaux, etc., etc., etc. Mais surtout, ce qui a joué, encore une fois, et la réalité, quand même, elle frappe à la porte, et quand elle enfonce la porte, c'est bien. Pourquoi 40% des Latinos ou 30% des Afro-Américains ont voté pour Trump? Parce que le prix des œufs, parce que le prix de la bouffe, parce que l'inflation, parce que tout ça, ils n'y arrivaient plus. It's the economy stupid, ça a joué énormément. 4 ans de Biden, ça a été, ils l'ont vu. C'est pas qu'ils étaient pour et contre, et voilà. Et à un moment donné, heureusement, il y a des sursauts populaires. Ça passe par l'élection, peut-être ça passe par autre chose, mais les ça médias passe par mainstream, l'élection. d'après toi, André, ils ont perdu leur monopole sur la vérité avec ce conflit? Les médias mainstream, le vrai problème, il est là. C'est-à-dire que nous avons, vous parlez que de la France, 8 oligarques qui tiennent tout. Qui tiennent la totalité, ils sont 7 ou 8, même pas, qui tiennent presse écrite, radio, télévision. Et le service public, on sait par qui il est tenu. Et l'édition maintenant. Et l'édition, absolument, absolument. Donc il y a un vrai problème là. Et puis il y a l'autocensure dont Xenia parlait très bien, elle parle dans son livre d'ailleurs, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, on doit gagner sa vie, et c'est pas facile vis-à-vis de tel, ou de son autorité, etc. Donc il y a, je ne dis pas que tout est cloisonné, tout est fermé, mais il y a un vrai problème. Pourquoi Anne-Laure Bonnen, qui fait ses reportages, mais je veux dire, elle a fait des reportages, et c'est parce qu'elle est là, elle fait un reportage passionnant, notamment sur le Donbass. Pourquoi ça ne passe pas dans les grands médias? Où est le problème? Moi, je me suis toujours posé le problème. Qu'est-ce qui fait? Mais attendez, regardez, voyez, faites ensuite un débat, dites c'est bien ou c'est pas bien, ou c'est intéressant ou pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est cher qu'avant. Mais justement, j'aimerais bien voir l'avis de Xenia Barbon. Parce que c'est important, je vais le Ouais, oublier. dis-moi vite. Avant, dans les libertés d'expression, on passait ce genre de choses à 22h30, 23h. Maintenant, il les passe même plus. Il est sabre. Mais Xenia, après la fermeture d'RT France, justement, de nouveaux médias alternatifs, je le disais, ont débarqué en France dans le paysage médiatique français. On est ici aussi un de ses ambassadeurs, allant jusqu'à justement contredire cette version officielle sur le conflit russo-ukrainien. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui, si j'osais, de voir justement que ces nouveaux médias, en quelque sorte, ils reprennent un peu le flambeau de votre travail, non ? Bah, c'est bien s'ils prennent notre travail parce qu'il faut absolument avoir il faut avoir la diversité des points de vue. Il faut avoir un média ou plusieurs médias qui peuvent parler de sujets divers. C'est normal. Et moi, je félicite. Pour moi, je pense que le média alternatif, c'est le seul espoir aujourd'hui. Sauf que la vie des médias alternatifs est assez compliquée. Vous le connaissez très bien, déjà financièrement. Déjà, est-ce que vous vous souvenez du discours de Thierry Breton qui a dit... qui est invité partout, lui, on se demande ce qu'il est maintenant aujourd'hui, quelle légitimité qui menace les réseaux sociaux, les médias alternatifs. Donc en fait, l'Europe aujourd'hui se positionne comme la gendarme de pensée. Et si vous sortez un peu, vous savez, comment dire, the box, coming out of the box... Les cadres, voilà, vous pouvez être facilement sanctionné. Mais finalement, ça et disait censuré. quand même beaucoup de choses d'RT France, de sa portée, de son influence, parce que je rappelle quand même que RT France a été censuré au nom de, je cite ici Ursula von der Leyen, écoutez bien, au nom de la désinformation toxique et nuisible en Europe. C'est pas rien quand même. Ouais, elle dit beaucoup de choses, mais il ne faut pas oublier qu'Ursula von der Leyen, il a fait beaucoup de choses aussi pendant les crises sanitaires. Hein, les échanges qu'il a eus avec Pfizer, les SMS qui étaient effacés. C'est pas quelqu'un. Déjà, ce n'était pas quelqu'un qui était lu. C'est pas quelqu'un, à mon avis, qui est crédible. Mais malheureusement, ce qu'ils font aujourd'hui, c'est les appels pour les guerres. Il vit dans cette idée qu'il faut absolument continuer la guerre, affaiblir la Russie. Il a peut-être les idées de récupérer partie de ressources ukrainiennes. Je ne sais pas ce qui est derrière, mais pour moi, ce qui m'étonne en tant que Russe, en tant que journaliste, qu'il a eu déjà plusieurs tentatives d'accord de paix. La Russie était prête. Et c'est l'accident qui ne permet pas à l'Ukraine, elle ne permettait à 2022, par exemple, avec l'accord d'Istanbul. Et aujourd'hui, encore une fois, l'Europe s'intervient, il essaie de s'imposer pour les négociations. Il montre le soutien à Vladimir Zelensky pour continuer cette bataille. Je comprends que c'est très facile de manipuler probablement les émotions des spectateurs. Voilà, regardez, c'est un héros et il est résistante, mais la réalité est triste. Déjà, il n'y a pas encore eu un audit d'argent qui était envoyé à l'Ukraine. L'Ukraine était toujours... Ils vont le faire, ils vont le faire.
Elon un Musk pays peut le faire. avec les scandales. Et vous de croyez qu'on joue aussi corruption. avec la peur? Parce que Macron, il estime que si Poutine n'est pas freiné, je cite, écoutez bien là encore, il ira à coup sûr sur la Moldavie et peut-être la Roumanie. Pourquoi Macron, il agite le spectre d'une expansion russe maintenant, alors que Trump parle de paix avec Poutine? Enfin, Eric, quand on n'arrive pas à régler la banlieue proche, on s'occupe de la Moldavie. Quand Macron Surtout, sera ouais, prêt avec- à s'occuper de la France et des 1500 zones de non-droit, il ira parler de la Moldavie. D'accord? Voilà, c'est tout. Pas autre chose. Là-dessus, est-ce que vous pouvez rassurer Emmanuel Macron ou pas, Xenia? Moi, je ne pense pas qu'il va m'écouter déjà, parce que pour Emmanuel Macron, c'est beaucoup de choses, c'est Non, mais la qu'est-ce que vous répondez communication. à ceux qui s'inquiètent peut-être pour certains Mais c'est un narratif Sincèrement. qui est utile pour faire peur aux Européennes, mais la Russie, je pense qu'il a précisé les objectifs de cette campagne militaire. En fait, c'est deux choses. Déjà, la partie de l'Ukraine qui est russophone doit avoir le droit de parler russe et on n'oublie pas les bombardements, d'accord? Les bombardements de Donbass depuis des années. La deuxième chose, c'est la dénazification. Alors, ça c'est quelque chose qui est beaucoup critiqué, mais la vérité, c'est que le problème existe. Vous savez, par exemple, à Kiev, vous avez une très grande rue qui s'appelle rue de Bandera, avenue de Bandera. Et Bandera, c'était quelqu'un qui collaborait avec les nazis, qui était responsable et coupable de morts de milliers de Polonais, de Juifs, des Ukrainiens, de Soviétiques en général. Donc il y a aussi cette tendance très, très dangereuse et inquiétante pour la Russie. Finalement, je pense que faire peur aux Européennes que la Russie va aller jusqu'à Paris, c'est juste une façon de continuer de le manipuler. La vérité, c'est que, comme Poutine a dit à plusieurs reprises, ce qu'il ne veut pas, c'est le rapprochement de l'OTAN vers la frontière de la Russie. Et cette guerre pourrait être évitée et arrêtée plus tôt. Et malheureusement, il n'a pas eu la volonté du côté de l'administration de Biden. Aujourd'hui, avec Trump, il y a un espoir. Il y a un espoir. Les derniers mots avant de passer au pour débat revenir sur suivant. les médias alternatifs, jusqu'à présent, les médias traditionnels mainstream avaient un monopole de l'information qui sont en train de perdre. Il y a différents podcasts, différents médias alternatifs, et je vous félicite. On voit que les médias mainstream, leurs audiences sont en chute libre. La moyenne d'âge, elle est entre 55 les et jeunes, ils sont 65 avec ans. nous, hein. Personne ne regarde plus la télévision, et c'est malheureux, ils ne sont pas su s'adapter à ces codes-là. Mais aujourd'hui, la véritable regarde plus, menace, justement. vous avez créé cet nouvel espace de liberté sur les réseaux. L'ennui, c'est que désormais, des grands donateurs philanthropes gauchisants ou mondialistes vont également aller s'emparer de ces nouveaux relais. Cet espace de podcast qui était encore une fois quelque part où on avait encore la possibilité de s'imposer, vous l'avez dit, c'est le nerf de la guerre qui pose problème aujourd'hui. Si des gens qui arrivent avec des énormes forces de frappe arrivent à lancer des médias en ligne, ça va complètement étouffer la voix de médias indépendants qui, certes, malgré leur talent et leur travail, et leur ténacité et leurs auditeurs, vont avoir du mal à exister parce que, encore une fois, Donald Trump, lui, dans sa dernière campagne, ce qui a fait sa victoire, c'est la manière dont il a réussi à occuper cet espace digital. Si vous avez un rapport de force qui est démesuré, désormais, ça va compliquer la chose. Donc, on bénéficie encore de cet espace de liberté. Qu'est-ce qui On nous va dit voir, mais qu'est-ce qui là-dessus, nous je dit suis pas que tout à fait de ton point de vue. qu'est-ce qui nous dit que Thierry Breton va pas réguler le DSA? Qu'est-ce qui nous dit que Thierry Breton va pas réguler le DSA après la suppression de chaînes comme RT? Il y aura la suppression. Il y aura des contre-médias qui vont contester les médias achetés par les nouveaux oligarques. Enfin, je dis, Ce sera toujours comme ça. l'Arcom-Guette, C'est aussi aux l'Arcom-Guette. gens Ah, mais d'éveiller leur l'Arcom, conscience ça va et disparaître. d'être eux-mêmes critiques de ce qu'ils regardent. Arrêtez de bouffer de la daube, arrêtez, regardez d'autres médias, allez ailleurs. Il n'y a pas que les Et escrocs. soutenez d'autres médias, Il y a- parce que il là y a pas aussi, que- ouais. c'est Et bien ce que tu soutenez. dis là, ça me permet de mettre un point sur le fait que ces médias, ils produisent pas les émissions comme ça gratuitement, hein. Ça coûte de l'argent. C'est que malheureusement, peu de gens, quand on demande un petit peu de, Mais on va dire, de je suis bien passé, moi je générosité à nous soutenir, je laisse 2000 à 3000 euros par an pour payer des médias alternatifs. Donc je fais des chèques. Mais c'est vrai qu'il y a une paupérisation de la population. Ah, je qui fait savais que- pas, tiens. Mais si, mais même à TV on en Liberté, parlera. tu peux en parler à Martial, j'assume mes paiements. Mais à un moment donné, les gens ne pourront plus non plus. C'est Martial le deuxième Theron, point. merci, me dit-on. Non, c'est normal. Tout ce qui est libre, il faut défendre. Mais pas assez, pas assez. Oui, mais on n'a qu'une poche. Hein. Voilà. Allez, avant de passer au second débat de la soirée, je termine en tout cas avec les dessins d'Ignace. Sur le plateau, on a un Trump et un Poutine français, mais pas de Zelensky. On voit à gauche évidemment André Berkoff et Nicolas Conquer.
Trop irrespectueux, Zelensky revoit sa com avec Trump. Excuse de dérange, s'il vous plaît, des millions pour faire la guerre et rester en Europe. Tiens, c'est pour toi, ça. Liberté d'expression, l'œil de Moscou, il est plutôt à Paris. Voilà pour Xenia. Moi, je me bats pour la liberté avec RT, évidemment, en apostrophe. Bravo, on peut applaudir bien fort Ignace. On se retrouve dans un instant, juste le temps de recharger tous les verres. À tout de suite. Interdiction de RT puis de C8. À qui le tour? La France est-elle toujours le pays de la liberté d'expression? La France est-elle toujours le pays de la liberté d'expression? C'est une émission spéciale avec évidemment un plateau incroyable que nous avons autour de nous. Je rappelle Anne-Laure Bonnel, André Berkoff, Nicolas Conquer et puis bien sûr Philippe Pascot. Et bien sûr, on a invité d'honneur ce soir Ksenia Fedorova à l'occasion de la sortie chez Fayard de ce livre événement intitulé Banni. Alors justement, quels sont les visages de la censure, Ksenia Fedorova, si on devait résumer à l'issue donc de l'écriture de ce livre? Les visages de la censure. Oui, en France. En France. Oh. Alors, moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. En fait, je pense qu'il a... Alors, je vais vous aider. Vous dites dans votre livre, vous évoquez ce passage dans votre livre, vous dites « Le Far West du paysage médiatique, RT France a-t-elle été victime de ce Far West médiatique en étant ostracisée malgré ses efforts ?» Exactement, parce que le Far West, tout est permis. Tout est permis, il n'y a pas de règles. Il n'est pas incarné ce Far West quand même, non? Par quelques personnes, Ursula von der Leyen, c'est pour l'Europe. Oui, écoutez, en France, Macron un petit peu ou pas? Bien sûr que c'est Emmanuel Macron qui a interdit notre chaîne depuis le début, même avant que la chaîne était diffusée. Déjà, on ne pouvait pas recevoir l'accréditation pour faire la couverture de sa campagne électorale. Donc en fait, c'est comment on était blacklisté depuis le début, mais en fait depuis le début, et jamais en fait personne nous a expliqué pourquoi. Je pense que je peux juste imaginer que dans la tête d'Emmanuel Macron, comme on a été sponsorisé par la Russie, il a pensé que tout ce qui est sorti sur lui, les Macron Leaks, et il a pensé que c'était absolument doit être les Russes. Donc vous savez, Russia c'est toujours la faute des Russes, soit si c'est dans les États-Unis ou si c'est en Europe. Donc pour moi, évidemment, Emmanuel Macron a joué un grand rôle. Après, il y a eu les experts, tous les mêmes même noms. que c'est lui qui a supprimé C8. Donc vous pensez que pour RT, c'était lui qui a donné le coup de grâce ou... Moi, j'ai attendu qu'il a joué un rôle. J'ai attendu qu'il a joué un rôle pour que cette décision de l'Union européenne soit prise beaucoup plus vite, beaucoup plus rapide. Ce que j'ai attendu, je ne peux pas confirmer ça, mais ça, je peux croire ça parce qu'il faut. Il a essayé d'interdire notre chaîne à plusieurs reprises par rapport avec les mains de l'ARCOM. Donc, on était surveillés. Il y a eu des échanges intenses avec l'ARCOM. On n'était jamais sanctionnés. Mais c'est seulement parce qu'on a vraiment été très prudents de ne pas faire une erreur qui puisse être utilisée contre nous. Vous écrivez dans votre livre, au fond, la mort programmée d'RT France n'était qu'un préambule, le début d'une chasse à l'information alternative, aux empêcheurs de tourner dans le ronron médiatique, l'extension du domaine de l'interdit, la mise au pas de certains médias par le pouvoir, la liberté d'expression sous certaines conditions. Finalement, la fermeture d'RT sous couvert de désinformation russe, est-ce qu'elle n'est pas une première étape vers des manœuvres de censure plus larges, Philippe? Non seulement c'est une première étape, mais on en a des preuves. Les gens n'ont malheureusement pas de mémoire. Rappelez-vous que sous un des premiers gouvernements Macron, une des premières choses qu'il a fait, c'est d'essayer de déplacer le bureau de presse au sein de l'Élysée. Aujourd'hui, les journalistes sont triés sur le volet X. Dans la cour de l'Élysée, depuis Mitterrand, un peu après, il y a un petit bureau qui était réservé à la presse, qui regardait, qui rentrait, qui sortait par la porte de l'Élysée. Tu me suis? Et bien Macron, l'une des premières choses qu'il a fait, c'est qu'il a essayé de déplacer ce bureau à l'extérieur. Le bureau de presse des journalistes accrédités, le deuxième, il a aussi essayé de le déplacer. Et aujourd'hui même, à chaque fois que M. Macron se déplace, il y a un tri phénoménal sur le volet des journalistes qui sont accrédités à prendre quelques photos, surtout en cadre serré. Pas en cadre large. Et oui, c'est parce que le cadre large, on voit qu'il n'y a personne. Donc aujourd'hui, la désinformation calculée de M. Macron est quelque chose d'effectif et de prouvé.
André, là-dessus, ça te fait réagir. Toi, tu es habitué avec. Tu as eu des mises en demeure de l'Arcom, tu as plein de médailles, toi. J'ai eu avertissement et mise en demeure pour recevoir. Bah évidemment, tu reçois des gens comme ça, comme moi. Sulfureux. Ça va pas. Non, mais j'ai reçu des. Non, moi, toi, encore, ça va, toi, tu es. Non, mais moi, je voudrais dire quelque chose, parce que vous avez évoqué la censure. Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus grave, c'est l'autocensure, et je vais parler de la servitude volontaire d'Étienne La Boétie, 1571. Je m'explique, il y a vraiment quelque chose, pour moi, qui a été le phénomène le plus passionnant de ces dernières années. Je parle de ce point de vue-là. Rappelez-vous, donc, on a parlé des histoires à Bourla et Ursula. Bourla, le PDG Pfizer, et Ursula, SCSMS. On ne saura jamais, c'était peut-être Tristan et Iseux, Roméo et Juliette, on ne saura pas. Mais, enfin, pour le moment. Mais, il y a eu quelque chose de beaucoup plus grave et intéressant. Il y avait un amendement au Parlement européen. Quelqu'un qui a demandé qu'on ait la totalité, l'intégralité, y compris les alinéas, des contrats passés par l'Union européenne, 70 milliards de dollars ou d'euros, pour les 400 millions d'Européens, par Ursula von der Leyen et le PDG de Pfizer. À l'heure où je vous parle, personne, je dis bien personne, n'a vu les contrats passés avec la Commission européenne. Bon, les représentants donc du Parlement, certains ont mis un amendement en disant nous voulons avoir l'intégralité des contrats. Et on s'est dit, une majorité formidable du Parlement européen va voter pour l'intégralité des contrats. Savez-vous le résultat ? Eh bien, 2/3 du Parlement européen ont voté contre la transparence. Nos représentants, les représentants de l'Europe, ont voté contre. Non, on ne veut pas savoir. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est ça, pour moi, le plus grave. Ils sont tenus, Je ne sais pas. Il y a des conflits d'intérêts. Il y a quelques valises qui circulent, pleines de pétrole ou d'euros-dollars. Je confirme. C'est extraordinaire. Tiens, je vais te donner une. Imagine ça. Rappelle-toi, il n'y a pas longtemps, il y a une vice-présidente qui a été mise en prison. Oui. On se souvient de ça. Elle est sortie de prison. Elle a retrouvé son poste de vice-présidente, dis donc. Ben, bien sûr. Donc, quand on arrive à ce stade-là, pour moi, c'est ça le stade le plus grave. C'est qu'on accepte sa propre soumission, on accepte la non-transparence, et ça, c'est peut-être la chose la plus préoccupante. Et c'est marrant parce que ça me fait penser, il y a en ce moment un visuel qui circule sur X, je ne sais pas si vous l'avez vu, enfin je peux peut-être le montrer à la caméra. On voit tout ce que disaient certains médias avant. Alors The Guardian, c'était Welcome to Ukraine, the most corrupt nation in Europe. Ça c'était Before Ukraine Crisis. And After Ukraine Crisis, c'est The Guardian, c'est The fight for Ukraine is a fight for liberal ideals. C'est magnifique, et il y a ça pour Reuters, il y a ça pour CNN, pour Vox, c'est magnifique quoi. Oh, t'as bien Sylvester Stallone qui maintenant est pro-Trump, alors qu'il y a 15 jours il était contre. Ah oui. Aujourd'hui, il y en a plein qui retournent leur veste, malheureusement. Bon, il y a De Niro quand même, mais ça y est, il est parti aux États-Unis, lui, enfin. Ça y est, il a mis en application ce qu'il disait. Parce que... Non, il est encore bien à Hollywood. Il est encore à Hollywood. Je pense que les sujets, pour revenir à la France, là, en ce qui concerne la censure... Ah non, c'est Richard Gere, pardon. Richard Gere, il va mal là, en ce moment, sincèrement. Mais ils sont tous là, ils font des déclarations, ils partent pas. Mais en ce qui concerne la censure, on l'a bien identifié, c'est comme Pascal Lafraux les appelle, les petits hommes en gris de l'Arcom, qui sont bien identifiés et qui agissent avec un agenda. Ils ont soi-disant vocation à agir pour respecter le pluralisme, mais on voit très bien qu'il y a un deux poids deux mesures criant qui vient atteindre nettement des gens. Mais finalement, avec un c'est peut-être encore de la faute de Xenia, parce que je crois que c'est Arnaud Soyer qui l'a dit en début d'émission. Vous aviez quelque chose sur C8, non, à un moment donné aussi. Alors, est-ce que vous leur avez pas porté la poisse aussi encore ? Alors, non, c'est pas my bad luck. Hein. on a commencé à diffuser, oui, le petit épisode. Non, mais dites-nous, pour nous prévenir, quoi. Non, mais c'était... la décision était déjà prise quand je commençais la diffusion, donc la décision de l'Arcom. Vous faites quoi faites une petite pastille pour Canal aussi, c'est ça sur les... Alors, je fais 10 épisodes de petites vidéos sur les églises orthodoxes en France et en Russie, qui étaient diffusées sur MyCanal et sur C8. Ah, ça, c'est un peu de la propagande, quand même. Oui, exactement ce qu'un média a dit, qui maintenant, oui, c'est la propagande des églises orthodoxes. Non, mais c'est ridicule, parce qu'évidemment, c'est juste puis on cherche des poux, parce que Fayard, ça appartient aussi à la galaxie Bolloré, donc forcément, tout ça, c'est lié, je pense. Vous savez, aujourd'hui, Canal+ est le seul groupe qui, en fait, a le courage d'accueillir les voix différentes, et je félicite. Parce que je ne vois pas comment je pourrais, Qui vous a embauché à Canal+? Les dirigeants... Non, pourquoi Bolloré? Non, mais en fait, je parlais avec les dirigeants de CNews, je parlais avec les dirigeants de Canal+, sur les églises orthodoxes, sur Brice Ferré. En fait, on se connaît depuis Arte France, quand j'étais la patron. On s'est vus à plusieurs reprises.
Et on était dans cette, je pense qu'on était ensemble dans cette fameuse rendez-vous avec l'ARCOM où Olivier Schramme qui a essayé de dire qu'il faut calmer les jeux avec les jeunes. Ancien président de l'ARCOM, oui. Oui, exactement, l'ancien président. Quel est votre regard sur ce qui se passe avec C8 ? Parce que là, ça a pris quand même une dimension assez importante quand même. Xenia, vous portez quel jugement sur ce qui s'est passé là ? Moi, j'en ai déjà vu, quand je vois les salariés qui vont se trouver en chômage, 400 personnes, je me dis mais c'est incroyable quand même. S'il y a des rapproches en émission particulière, pourquoi pas trouver un moyen de diffuser cette émission différemment, mais retirer, pas renouveler une licence pour une chaîne comme ça, évidemment que c'est une façon de censure. Et il y a les argumentations que non, c'était juste pas une renouvelation, mais si, c'est une façon de censure. Vous pensez que c'était une manière aussi de torpiller Cyril Hanouna, qui finalement rebondit sur W9 au 1er septembre On verra bientôt ce qui se passe avec M6, parce que si c'est... Mais ils disent qu'il n'aura pas le droit de parler politique, être un peu baïonné. En tout cas, il paraît que c'est incroyable. Il y a eu un communiqué de presse qui est sorti, pardon, là je précise parce que ça m'a... Enfin, j'ai même tweeté là-dessus, bienvenue en Corée du Nord. Donc les conducteurs devraient être relus, a priori. Alors, il y a sur M6. Il y a un communiqué de presse qui dit que la direction d'M6, c'est la SDJ des sociétés des journalistes d'M6 et donc du groupe M6 et d'RTL, qui a donc dit qu'ils avaient obtenu des garanties de leur direction qu'il n'y aurait pas de discussion trop politique et qu'en tout cas... Parce que les journalistes de M6 n'étaient pas très contents. Ouais, c'est eux qui décident a priori, c'est ça. Donc vous pensez que c'est pour faire taire Hanouna, qui au passage est crédité de 11% d'après le dernier sondage IFOP, Le Figaro pour... Je pense qu'il faut regarder plus loin qu'Hanouna. Je pense que c'est la groupe, c'est la chaîne qui n'est pas sous contrôle de l'État, qui dit les choses différemment. Je pense que la cible, c'est ça. Quel regard vous avez sur Cyril Hanouna, vous ? Moi, je ne le connais pas et franchement, j'ai très peu regardé. Donc, je ne peux pas faire mon opinion. Je sais que c'est quelqu'un qui était hyper populaire et je pense que son émission a été flagship émission sur C8. Après, c'est tout ce que je sais, hein. Franchement, je crois juste un mot. Je crois qu'il faudrait dire que quand un pays augmente la censure, quand on voit la liberté se réfléchir, c'est pourquoi. C'est quand les problèmes s'accumulent. Comme on a admirablement résolu les problèmes d'électricité, de chômage, quand on a les problèmes de l'entreprise, nous avons eu les Mozart de la finance, nous avons eu les Beethoven du management, nous avons eu la vente des bijoux de famille à l'Amérique et ailleurs, et comme disait quelqu'un, Dieu a créé le monde, le reste c'est les Chinois. Donc on est très 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 bien placé. Et quand on a cette accumulation en millefeuille de tout ce qui se passe, et on sait quand même que la France est un pays apaisé, prospère, où tout va bien, où il n'y a pas de problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Le bouc émissaire. C'est normal. Ce qu'on appelle le management par la peur, gouverner par le chaos. Regardez ce qui passe avec le Covid. Ensuite, ça a été le climat. Ça n'a pas très très bien marché encore. L'Ukraine et la Russie, ces bandes de salauds de nazis qui vont nous envahir. Les Cosaques arrivent à Paris, préparer la place de la Concorde. Et puis maintenant, effectivement, voilà, la guerre et la censure. Parce que le vrai problème, on sait mieux que vous. On sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. C'est valable pour tous les pays du monde. Le camp du bien. Le pouvoir ne veut quoi ? Il veut des moutons. C'est normal, il veut des moutons. Donc, comment on apaise les moutons ? Par la peur. Faites attention. Finalement, Anne-Laure Bonnel, là, on n'a pas entendu depuis un petit moment, ça vous a finalement, vous l'avez dit, vous avez eu des menaces. Est-ce que ça vous incite à vous taire ou encore plus à l'ouvrir ? Non, moi, ça ne change pas grand-chose. Tout ce que je peux faire, je le fais. Là, je reviens du Liban. Ah oui. Non, mais oui, j'ai eu de grosses pressions, mais je tâche de rebondir et de continuer à faire ce que je fais autrement. Il y a certaines choses que je dirais différemment. Voilà, non. Mais pour en revenir au sujet que vous abordiez, moi, ce qui me dérange le plus, finalement, c'est d'une part, ça a été dit en première partie, le 2 poids 2 mesures. Et ce côté moralisateur, parce que la presse soit censurée, finalement, comme on l'a dit, il y a beaucoup de pays où c'est le cas. Mais se donner en donneur se présenter en donneur de leçons et défendre bec et ongle la liberté d'expression et la faire payer aussi cher au final, ça c'est une position très hypocrite que nous payons cher. Et on peut le voir par exemple avec certains pays africains qui, lorsque notamment RT a été fermé, ont fermé, il me semble, France 24 ou je ne sais plus, enfin on demandait à certains journalistes français de quitter le pays et ils ont cité le cas de la fermeture de RT France. Donc
Vous voyez, finalement, ce sont des stratégies qui sont suivies par la France, von der Leyen, qui a décrété la fermeture de RT. Au final, les États-Unis n'ont pas fermé RT, la Suisse non plus, il me semble. Il faudrait vérifier, mais il me semble que la Suisse n'a pas fermé. Toujours accessible. Ouais. Et au final, c'est comme les sanctions. Mais peut-être que nous y reviendrons. Ça nous retourne, nous le payons très cher parce que notre image de marque de défendeur de liberté d'expression, on l'a payé en Afrique. Ça a été à maintes reprises répété et reproché, et que désormais les Africains ne voulaient plus entendre les journalistes français critiquer la liberté d'expression ou son absence en Afrique. C'est dit, ils ne veulent plus en entendre parler. Parce que là, ils pointent le 2 poids 2 mesures. Donc, ce type de comportement... Vous interdisez, donc nous... Voilà, donc aujourd'hui, on nous le reproche, ça. Donc, c'est cette stratégie. Il n'y a aucune stratégie qui est pesée dans ses conséquences. Et ça, c'est dramatique. Puis en plus, c'est pas non plus prendre les gens aussi un peu pour des cons, parce que justement, quand on regarde les chiffres, aussi bien là pour les médias, alors j'entendais comme... Enfin, qui avait TPMP ou je pense à CNews, cette forme de dissidence, elle fonctionne. Est-ce que ça montre pas le ras-le-bol des Français aussi pour cette soupe qu'on leur sert constamment, non ? C'est clair. Et en plus, ils se gourrent complètement, parce que je rappelle quand même que toute la manipulation de propagande a été faite en disant on ferme C8 à cause d'Hanouna, que Hanouna rebondit sur la 6, et par contre, toutes les autres émissions sont mortes. Donc on a complètement tapé à côté. C'est totalement insensé, bien sûr. Lui, il rebondit, et toutes les autres émissions sont mortes sur C8. Et ça, ça flash. On fermait son programme et on laissait 400 personnes, je crois que c'est 400 emplois qui sautent. Donc on faisait sauter son programme. Voilà. Si on voulait vraiment taper l'Arcom, ils tapaient sur Hanouna. Absolument. Et que sur Hanouna. Le programme d'Hanouna. Mais on l'a bien fait avec les guignols de l'info, ça avait fait débat. Je connais bien Bruno Gachot de ce côté-là. Donc c'est un truc de fou. Allez, pas tous en même temps. Nicolas. André Parkov nous a parlé d'autocensure. Là, je veux juste faire un pas de côté par rapport à cette censure un peu institutionnelle qui serait celle de l'Arcom et des autres pressions qui peuvent venir d'en haut, qui consiste en fait, le bras armé du pouvoir, c'est les boîtes capitalistes woke. Et ça a été déjà dénoncé, elles agissent vraiment pour torpiller tous ceux qui auraient des velléités de s'engager dans l'espace public et médiatique. Croyez-moi, j'en sais quelque chose. Et ça pose vraiment des problèmes sur la capacité en fait, de s'engager au profit des débats démocratiques. Ça va être des prérogatives uniquement des fonctionnaires et d'une caste de personnes qui auraient le droit de s'exprimer dans l'espace public. Si vous êtes dans une boîte capitaliste woke, on va vous censurer et on va vous taper au portefeuille. Et je vais encore plus loin, c'est-à-dire que ça, c'est parce que vous seriez employé de certains types d'entreprises qui seraient militantes, mais il y a également aussi des banques qui vont porter atteinte directement à vos intérêts en formant de manière unilatérale vos comptes. Ça arrive à des individuels, ça arrive à des médias, notamment Frontières, qui s'est arrivé dernièrement. Et ce qui est encore plus cynique par rapport à ça, ça a notamment été révélé aux États-Unis, et j'en parle notamment à dessein, vous allez voir, c'est la Bank of America qui a été visée et pointée du doigt parce qu'il fermait de manière très 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 souple des comptes de voix conservatrices. Ce qui est plus cocasse, c'est que le cher Thierry Breton, l'ancien ex-petit commissaire à la commission, va être administrateur de cette banque. Donc voilà, tout se recoupe. Mais ça montre véritablement que voilà, ça n'arrive pas par hasard, et qu'ils ont d'ailleurs été repris copieusement par Donald Trump sur arrêter d'effectuer cette censure qui est une attaque au portefeuille ou vraiment couper les moyens des gens. C'est une censure pire que par le vide. Anne-Laure et André. Et qui crée un mécontentement populaire véritable. Le public, sa défiance augmente de jour en jour. Elle est mécontente de la presse, elle est mécontente des politiques, elle ne sait plus à qui faire confiance. Donc on déstructure totalement le pilier sociétal de contrat de confiance avec ce type de comportement. Et Trump a été également élu là-dessus, en partie. Une défiance par rapport à des discours, une défiance par rapport à l'imposition d'un système woke et de progressisme à outrance. Le peuple n'est pas d'accord avec ce type de discours. En tout cas, peut-être qu'il demande d'avoir encore accès à une double analyse, à un débat contradictoire, à d'autres sons de cloche, de voir d'autres têtes. Donc ces fermetures successives, que ce soit des sociétés de production, des partis politiques ou autres, eh bien, font monter ces figures que la presse mainstream critique. Il faut s'interroger aussi pourquoi aujourd'hui on a quand même une vague d'hommes forts ou de femmes fortes qui reviennent, qui sont hautement critiqués. Pourquoi il y a cette demande qui est tout de même qui casse les codes? Oui, mais alors
Anne-Laure, et je crois qu'il faut se poser la question, pourquoi ça se passe en Amérique, aux États-Unis, pourquoi ça se passe en Argentine, pourquoi ça se passe au Salvador de Nayib Bukele, pourquoi ça se passe à la Hongrie d'Olivier Orban, et pas d'Olivier, Victor Orban, je pense c'est l'éditeur Olivier Orban. Voilà, Victor Orban. Et pourquoi, aujourd'hui, en France, ça ne se passe pas? Je rappelle que hier soir, il y avait cérémonie des Oscars. Alors, le woke, le politiquement correct, l'éthiquement correct, mais triomphait la fameuse cérémonie des Césars du cinéma, où, mais alors, c'était vraiment l'apologie absolue du woke. Non, mais malheureusement, c'est parce que nous sommes toujours en retard. C'est ça se passe aux États-Unis, ça arrive 10 ans après en France. Ça va arriver, mais ça sera déjà trop tard. On loupe des wagons. C'est marrant que tu dis ça parce qu'à noter que les Césars, il n'y a pas eu un seul. Si, ils ont eu les costumes, je crois, et, je sais plus quoi, le Comte de Monte Cristo, quasiment rien. Le film d'Artus, quasiment rien. Le film d'Audiard, pas grand-chose. Ah si, le film d'Audiard, il a eu quand même. Justement, le film d'Audiard, il en a eu 7. Ah oui, c'est des Non, c'est le seul, justement. Non, mais c'est ça il y a une fracture qui s'agrandit encore plus entre ces élites déconnectées qui est là pour l'Ukraine et puis qui allait bouffer au Fouquet juste après, quand même. Il y a aussi un secteur de la censure, entre guillemets, qui se met en place, dont on n'a pas beaucoup parlé, et que moi j'ai beaucoup abordé dans mes livres, c'est ce qu'on appelle les procès Bayon, qui sont de plus en plus nombreux. La procédure Bayon, donc on rappelle ce que c'est. Procès Bayon, c'est-à-dire que tu écris quelque chose, tu dis quelque chose, je te fais un procès, je te demande beaucoup de dommages et intérêts, et pendant que tu es occupé à faire ton procès, tu peux plus dépenser ton énergie à être libre dans ton expression. Et aujourd'hui, malheureusement, il y en a de plus en plus en France. Vous avez eu du mal à trouver un éditeur, Xenia, pour cet ouvrage? En fait, c'était le premier éditeur avec qui je parlais qui acceptait mon idée. D'accord. Donc c'est bien. Voilà. C'est bien, je ne suis pas obligée de chercher d'ailleurs parce qu'il était très intéressé par le sujet. Est-ce qu'on peut encore dire aujourd'hui que la France est le pays de la liberté d'expression en 2025? Xenia, quel regard vous avez? Mais moi, comme je dis, je suis un peu un cas particulier parce que j'ai vécu la censure, donc c'est compliqué pour moi de dire qu'il y a de liberté d'expression en France. En revanche, je pense qu'il y a un potentiel de les récupérer. Mais il faut les parler, il faut parler de ces sujets plus souvent. Le but de ce livre, c'est aussi quand même d'alerter. D'alerter, surtout de faire réfléchir, exactement, réfléchir, un peu poser des questions. C'est pas un livre contre la France ou contre c'est vraiment un livre, c'est un témoignage, c'est une réflexion, je pose des questions. Je pense que ça peut être utile pour le lecteur de regarder de lire et voir cette regard différente, un peu de côté, un peu étrangère. Et peut-être ça va donner une nourriture pour le cerveau. Bon, c'est André. Mais moi, n'oublions pas quand même de souligner qu'il y a des pays où vous faites couper la tête quand même. Alors, il faut voilà. Il faut relativiser. Moi, je reviens d'une zone là vers la Syrie. Je peux vous dire que les journalistes, il n'y en a pas beaucoup. Bon, voilà. Donc vous voulez dire que le fait que Xenia puisse éditer ce livre est déjà une preuve qu'on n'est quand même pas dans un pays totalement il faut voir où il faut remettre un peu les choses. Relatif, évidemment, mais en moi, je pense que ces pays ne donnent pas les leçons de liberté et de démocratie aux autres. En revanche, l'Union européenne et la France sont souvent dans la position de donner les leçons. Et je pense que ça, c'est un peu, hypocrite. Oui, je suis d'accord, mais il faut croire que ça peut revenir. Il y a certains pays où ça ne peut pas revenir. En France, ça peut revenir. Il faut que les gens gardent cette flamme et que des gens prennent encore le relais. Ça peut descendre plus bas si on ne se bat pas. Voilà, mais il faut regarder ce côté optimiste, ça peut. Et il y a des pays où ça ne peut pas. Ah, mais je suis d'accord, il y a en tout cas, ce sera beaucoup plus long. Mais oublions jamais, enfin, on ne va pas faire l'histoire du monde, mais la liberté d'expression a toujours été un sport de combat. C'est pas quelque chose qui est acquis, jamais, jamais, jamais. Juste, je rappelle quand même qu'en ce moment, au moment où nous parlons, qu'un écrivain franco-algérien qui s'appelle Boualem Sansal, il n'a pas pu recevoir son avocat, il est enfermé en prison en Algérie depuis 4 mois. Et que son avocat ne l'a pas vu et que personne ne l'a vu. Non mais je veux dire, pensons-y, là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, c'est un combat sans fin. Et c'est très bien comme ça. C'est un combat. La liberté est un combat. Alors c'est vrai, Anne-Laure, quand elle dit qu'il y a des pays où sa question ne se pose même pas, parce que vous êtes la tête tranchée, ou la gorge tranchée, ou le pied, etc., si vous bougez. Mais il y a des pays comme la France, et on voit,
on peut discuter de ça. Et je ne dis pas que c'est très bien et que ça suffit. Je dis simplement qu'on est là, ici, à TV Liberté et dans d'autres foyers où on peut se battre. Et heureusement. Et franchement, c'est ça du ressort de chacun. Voilà. Et c'est peut-être pour ça, justement, qu'on en débat autant. C'est parce qu'on est affecté par ce qui se passe en France. Parce qu'elle avait et elle peut avoir cette force d'expression. Et c'est ça qu'on veut retrouver. Il faut faire très attention, les gens sont de plus en plus apathiques, les gens ont de moins en moins la possibilité d'être courageux. Il faut les booster. Donc moi je dis, réveillez-vous. On compte sur vous. D'ailleurs, Jean-Michel Apathy, c'est ça C'est vous l'avenir. Moi je suis effaré par le système qui se met en place pour que la liberté d'expression ne puisse plus exister, pour que les gens ne puissent plus manifester. Pour que les gens ne puissent plus exprimer le fait qu'ils ne sont pas d'accord. Mais oui, je leur dis. Voilà. On dit quand même un mot des réseaux sociaux parce qu'il y a quand même il y a quand même X version Elon Musk qui est arrivé, qui a un peu quand même rebattu les cartes. Moi, ce qui m'amuse, c'est qu'on n'a pas quand même, on n'assiste pas à une hypocrisie quand même aussi un peu totale, parce que quand on voit, il y en a beaucoup qui ont dit quitter X après l'élection de Trump, et puis ils sont nombreux, comme par hasard, à être revenus illico. Hein. Voilà. Ça, c'est encore du violoncelle de communication. Non, mais moi, c'est du wokisme de merde. Il faut quitter ce truc-là. Si t'es pas MeToo, t'es un cochon. Ouais, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit tu quittes X et t'es un mec bien, soit tu restes X et t'es un pourri. Ça va, quoi. Arrêtez avec ces discours. Revenons quand même à cette Ursula von der Leyen. Je trouve hallucinant que cette bonne femme soit sommet ce week-end européen. Parce que vous avez vu que l'un de ses buts maintenant, c'est d'armer contre la désinformation. Ce qu'elle appelle, elle, la désinformation. Ah oui, il dit, c'est le moment de mettre les brigades contre, justement, les fausses nouvelles, etc., etc. Et vous voyez Wikipédia, et vous voyez tout ça, mais je dis qu'à simplement. Moi, je vais vous dire juste un truc sur Elon Musk, quand même. Ce qui est intéressant, c'est que grâce à Elon Musk, on a su, en tout cas, comment ce qui se passait dans les étouffoirs de X, de l'époque, de Zuckerberg, Meta et Facebook. Il faut se rappeler que le FBI avait demandé à ce que les laptops d'Hunter Biden, toutes les révélations de cette pourriture absolue, soient censurées par le FBI et par le CIA. Ouais. Moi, je me rappelle qu'on a été les seuls à Sud Radio, on en parlait il y a 4 ans. Et alors que ce n'était pas un scoop, hein, il fallait aller voir ce qui se passait. La pédophilie, la pédocriminalité, la drogue, les corruptions jusqu'à l'os avec la Chine et l'Ukraine et compagnie. Son père. Voilà. Et avec le 10% donné à son père. Mais ces histoires-là de corruption absolue, qui en parlait? Tu vois, pédophilie. C'est dingue, quoi. Non, mais c'est... Je veux dire, à un moment donné, heureusement, il y a des gens qui sortent de leur zone de confort, parce qu'après tout, Musk, il pouvait continuer à gagner ses dizaines de milliards. Qu'est-ce qu'il avait à aller prendre Twitter? Ce qui est intéressant, c'est à vous, Nicolas, que j'allais donner la parole. Justement, depuis cette altercation avec Trump et Zelensky, est-ce que vous pensez que la population le suit toujours, encore plus, un peu moins il y a eu des études là-dessus ou pas? Je pense que les gens ont peut-être vu que c'était pas habituel, c'était assez inédit de voir ça dans le bureau ovale, à ceci près qu'ils ont le sentiment que Donald Trump a dit tout fort ce que beaucoup de gens pensaient tout bas. Vraiment, dans la manière, dans l'arrogance, dans l'irrévérence, dans l'impertinence et l'ingratitude de Volodymyr Zelensky, qui, à chaque fois qu'il se baladait à Washington, il repartait avec des valises avec des milliards pour l'Ukraine sur le dos du contribuable américain. Il y avait une espèce de saturation. Je rappelle juste que c'était pas la première fois que ça se produisait. Là, ça s'est fait au grand jour, mais je l'ai peut-être dit tout à l'heure, mais ça se passait également avec Biden en huis clos, où même la presse rapportait qu'il y avait des éclats de voix, compte tenu du fait qu'il y avait un problème de supporter qu'on se fasse juste racketter, en l'occurrence par Volodymyr Zelensky, pour mener sa guerre sans fin sur le dos du contribuable. Donc, effectivement, l'argent disparaissait. Hein. Voilà, c'est ça. Lui-même est le premier à reconnaître qu'il y a des problèmes de traçage de ces fonds-là, de ces fonds humanitaires. Juste, on parlait d'Ursula von der Leyen, je dirais juste que même, nous, on a une secrétaire d'État au numérique en France qui veut lutter contre les fausses opinions. Donc, qui décide ce qui est une bonne ou une fausse opinion? Ça pose une véritable question de fond. Comme on l'a dit tout à l'heure, alors certes, on n'est pas la Syrie ou un État tout à fait liberticide et totalitaire, mais la liberté d'expression, elle est indéniablement mise à mal. Et ça dit bien qu'il faut arriver à lutter et s'élever, qu'il faut qu'il y ait des voix qui s'élèvent. Donc il y en a qui sont capables, et vous en êtes une incarnation, ce témoignage-là, mais ça a un prix. En anglais, c'est assez parlant, c'est « freedom is not free ». La liberté, elle a un coût, et il faut que vous puissiez avoir des garanties de rebondir et d'être soutenu dans votre effort, parce que c'est un combat de chaque jour. C'est quoi le risque, là? On a intitulé ce débat l'interdiction d'RTC 8. À qui le tour? C'est à qui le tour prochain, d'après vous? Et en fait, c'est à n'importe qui. S'ils arrivent à venir pour vous demain,
Derrière, ça n'empêchera absolument pas à ce qu'on vienne dire que vous, sur les réseaux, vous avez une mauvaise opinion. Vous-même aussi, vous n'avez plus le droit de vous exprimer. Vous êtes une espèce de crédit social à la chinoise, si vous voulez. Ah non, parce qu'il y a encore un flou juridique. C'est pour ça, il n'y a pas encore, l'ARCOM ne vient pas trop... Je vais te donner un scoop. Ce soir, il y a le double langage en plus. Là, ils viennent d'autoriser, ce que je dis est factuel, ils viennent d'autoriser les drones de la police française à faire la reconnaissance faciale au-dessus des manifestations. Ça, c'est le premier point. Donc ça veut bien dire quoi? C'est-à-dire que quand tu vas manifester, si tu n'es pas d'accord, officiellement, On verra ta tête. ils peuvent reconnaître ta tête. Mais le pire, je vais te donner la suite, c'est qu'à la frontière franco-espagnole, les mêmes drones ont été interdits de reconnaissance faciale. Je veux juste qu'on m'explique. Ils s'arrêtent à la frontière, quoi. C'est-à-dire que les passeurs, les terroristes, les égrégants, pas de reconnaissance faciale, le manifestant français à Paris, reconnaissance faciale. Si ça, c'est pas une restriction des libertés qui s'amène, je veux qu'on m'explique. Certains Chinois ont trouvé en portant des masques. Oui. Ça arrivera en France également. Un masque de Macron, voilà. ça peut être drôle. Comme disait André, le problème c'est que c'est une course. C'est comme Tout les à billets. fait. On fait des billets qui sont infalsifiables, 15 jours après on en fait un autre. Franchement, je vais vous dire, moi où je suis optimiste, demain, imaginez que Éric Morillo ne puisse plus parler. Parce que son émission sulfureuse, où il pareil, je invite coupe la d'ailleurs parole trop. que des agents de Moscou, Mais voilà. des poutinolâtres C'est dingue. déchaînés, Pas moi. eh bien on l'arrête. Qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir 500 000 personnes libérées, Morillo, Non, je suis libérées, pas sûr, Morillo, je suis pas non? sûr. Tu crois pas? Bon, 50 000 personnes, Non, toi, 5 000 Sarah personnes, Bercom. 5 personnes seront là, libérées Morillo. Merci. N'empêche que c'est de plus en plus dur d'être courageux aujourd'hui. Dans le lançage d'alerte. C'est de plus en plus dur. Tout est fait. Le secret des affaires, la pseudo-loi sur la protection des lanceurs d'alerte. Aujourd'hui, c'est de plus en plus dur de l'ouvrir. Quand tu es dans une entreprise et que tu dis, je vous donne un truc, tu as la loi des lanceurs d'alerte. J'adore. La loi te dit que tu dois prévenir ton N+1 s'il y a une malversation. Mais c'est très intéressant. Qui doit te répondre dans un délai Pas dans le raisonnable. business. Si ton N+1 ne t'a pas répondu sur la malversation que tu as découverte, tu dois prévenir ton N+2. C'est la loi qui doit te répondre dans un délai raisonnable. Et à partir de là, tu peux peut-être avertir la presse. C'est un truc de fou. Mais j'aimerais bien revenir sur ce qu'a dit au-delà de la petite joute, et merci de ton soutien, mon cher André. Justement, j'aimerais poser cette question à Xenia, justement. Lors de l'interdiction de diffusion de votre chaîne, personne vous a soutenu. Est-ce qu'il y en a... Comment vous expliquez... Oh oui, mais bon... je suis c'est vrai désolé, qu'il mais je compte lève la beaucoup, main. ça. Non, mais comment vous expliquez... Non, voilà. Comment vous expliquez la désolidarité de ce milieu, on va dire ça, la désolidarisation, je ne sais pas si on peut dire ça, de ce milieu? Bien sûr qu'il y a... Frédéric Tadei vous a soutenu ou pas? Frédéric Tadei est parti un jour avant le début de la guerre en Ukraine. Ah. Ouais. En fait, il est parti, je pense, parce qu'il a senti la pression était énorme. Déjà, il y a eu beaucoup de critiques. Il a expliqué son départ. Il a dit qu'il est parti pour la loyauté à la France. À l'époque, je n'ai pas compris parce que je me suis dit, mais la France n'est pas en guerre avec la Russie. Pourquoi? Mais en fait, oui, on voit bien que même si la France n'est officiellement pas en guerre avec la Russie, quand même, la France a pris une position assez claire sur les conflits. Et ils ont arrêté les échanges avec la Russie, etc., etc. Ils ont envoyé les armements. Bref, il y a Régis Le Sommier vous a manifesté quand même un soutien aussi. Il n'y en a pas eu beaucoup. Moi, je pense Régis a que été sur le terrain. Il sait de quoi il parle. Je pense que ce qui ne m'étonne pas, c'est que si les journalistes ne s'est pas prononcé, les journalistes qui sont travaillés pour nous, Les politiques, il n'y en a eu aucun. les politiques, aucun. Mais en fait, oui, parmi les confrères... Il n'y en a pas eu à la droite du côté du RN Non, mais je ne me souviens pas. Je me souviens qu'il a eu peut-être plus... Si 2, vous 3, en souvenez 4 pas, c'est qu'il y en a pas eu. journalistes. Je pense que- Mais franchement, j'étais un peu sous le choc à l'époque. J'étais en train d'essayer de sauver ma chaîne, donc c'était compliqué. Mais oui, il n'a pas en solidarité parmi les journalistes. Et quand il s'agit des censures, même, OK, nous sommes en cas particulier, une chaîne qui est sponsorisée par la Russie, il y a eu un conflit, mais avec C8, je vois encore une fois qu'il n'a pas de solidarité. Et ça m'étonne et ça me dérange parce que finalement, qui sera le prochain? Soyez honnête, quand même, un petit peu. Ouais, quand un même. petit peu plus que pour RT France. Ouais. Mais quand même, il y a une grande distinction. Ah oui, il faut bannir, il faut fermer aussi ces news. C'est ce que je vois dans les Ça me presses. fait marrer parce que je vois le mainstream. dernier dessin d'Ignace, la TV Liberté, rien que le nom, c'est suspect. On voit Macron qui parle au président de l'ARCOM. Ouais, ça mériterait la censure. Voilà, on peut le dire bien fort.
Et espérons que ce soit qu'une impression, ouais, parce que, en tout cas... Non, mais voilà, donc il y a eu quand même... oui, il y a eu très peu de soutien. Et surtout pas relayé. Il y a quelques journalistes qui ont fait des communiqués, je me souviens. Parce que tu étais immédiatement ça n'a pas été relayé. Mais beaucoup ont peur de perdre leur emploi, etc. Enfin, il faut se rendre compte des conséquences que c'était en 2022. On est d'accord. Celui qui doit nourrir sa famille, qui a des prêts, etc., il se dit, hop là. On est d'accord. C'est pas évident. Tu risques ta peau, ta vie sociale, tu avais une cible dans le dos, il faut quand même remettre les... Cela dit, je me rappelle une phrase du secrétaire de Sartre, Jacques-Laurent Bost, il disait... Que j'ai bien connu. Oui, que tu as bien connu. Qui disait, j'ai travaillé 3 semaines pour France Dimanche. Il faut bien vivre, mais au bout de 3 semaines, je n'en voyais plus la nécessité. Faut pas oublier ça non plus. Oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai que ça, vous, aux États-Unis, enfin, puisque je pense que Nicolas, tu vas souvent aux États-Unis, le regard, il a changé sur la France, là, depuis ce qui se passe, là. La réaction de Macron, Nathalie Loiseau, bon, je pense pas qu'elle ait beaucoup de. Alors non, on ne se soucie pas trop de Nathalie, mais c'est surtout, il y a un discours très important de J.D. Vance, le vice-président, qui s'est tenu à Munich. Qui est peut-être dans 4 ans le futur président. Ah oui, absolument, c'est pour ça qu'il a été choisi, c'est un choix pour ça. Non seulement il s'est illustré comme étant le meilleur vice-président des États-Unis, ne serait-ce qu'alors que ça fait juste 1 mois qu'il en tant que vice-président. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est même lui qui, lors de l'altercation, il paraît que c'est lui qui a à un moment fait basculer le truc. Il y avait un petit côté bon flic, mauvais flic. Moi, j'étais plutôt bon flic et encore meilleur flic parce qu'ils ont vraiment su ramener Zelensky à sa place. Mais je reviens sur le discours qu'il a fait où il a alerté à Munich l'ensemble des dirigeants européens sur les menaces qui faisaient peser sur la liberté d'expression et sur la démocratie. Et je dis aujourd'hui que si les élites européenne souhaitait donner à J.D. Vance, il ne s'y prendrait pas mieux en supprimant les chaînes, en cherchant à inverser les scrutins, en mettant à mal les voix conservatrices et les opposants. Donc il lui donne raison d'une certaine manière par rapport. Et d'ailleurs, la réaction, on l'a vu, tout le monde s'est retourné contre lui. C'est marrant parce que je crois que c'était Obama qui avait appelé à soutenir Macron lors de la présidentielle. Ah ouais, c'était pas tant une question d'ingérence, c'était juste de dire effectivement, laissez le jeu de la démocratie s'opérer. C'est même pas tant on est pour ou pas. C'est que ça vous plaise ou non, cette expression en démocratie, elle a le mérite d'être existée si vous voulez gagner par les urnes plutôt que par la censure ou par d'autres moyens de rétorsion qui seraient tout à fait... Non, mais pourquoi je dis ça? Parce qu'à l'époque de Mike Pence, on n'avait pas vu un vice-président aussi... bien sûr, oui, tout à fait. Effectivement, le rôle est davantage d'être un peu en retrait. Là, on n'oublie pas que c'est le deuxième mandat de Donald Trump. Il n'en fera pas de suivant. Il a déjà presque 80 ans. Là, on a le vice-président, un des plus jeunes de l'histoire, et qui a vocation à marquer et qui est dans une complémentarité ou surtout sur un alignement qui lui permet d'endosser, et surtout sans concession. Il ne l'a pas laissé passer du tout les outrages ou l'arrogance de Zelensky. Et donc, c'est plutôt de bon augure parce que quand on traite des gens qui sont vos alliés, comme l'Ukraine, ça laisse imaginer comment il traiterait ses ennemis, comme la Chine ou éventuellement la Russie. Vous avez été tenté de partir après ce qui s'est passé ou pas? Oui. Parce que vous êtes resté finalement. Oui, j'étais tentée de partir parce qu'en fait, après la fermeture de RT France, le même été, j'étais convoquée à interroger pendant 8 heures par les agents d'État qui essayaient de me rapprocher le contournement des sanctions pour 1 mois de travail des RT France en décembre 2022. C'est-à-dire, répétez-nous, vous avez été convoqué par les quoi, les services? Par les douanes, ouais. D'accord. Pourquoi? En fait, je parle de cette situation dans mon livre. C'est une bonne question. Pourquoi? Je pense que c'était une façon d'intimidation. De l'argent qui rentrait en douce, etc. Non, en fait, on a continué de travailler avec le Trésor public après le gel des comptes. Parce qu'on ne devait pas payer le salaire de nos salariés, etc., et les fournisseurs. Il y a eu 1 mois, après je pense, 9e paquet de sanctions imposées par l'Union européenne en Russie. Et en fait, notre maison mère, RT, qui est basée à Moscou, était sous sanctions. Et donc, on a demandé, on n'a rien reçu de notre côté, on n'était pas sous sanctions, 9e paquet de sanctions. Et on a demandé à notre banque, Crédit Agricole, est-ce que tout va bien, est-ce qu'on peut continuer? Il nous a dit merci de nous avoir informés, on verra, on revient vers vous. Et donc c'était un mois de décembre, fin décembre 2022, et en janvier 2023, on a nos comptes qui étaient gelés en fait, et la douane a essayé de me rapprocher 7 mois en fait, entre décembre 2022 et janvier 2023, pour dire que vous avez contourné des sanctions. C'était juste, on a payé à nos salariés, on a payé à fournisseurs, on n'a rien contourné. Et c'était vraiment très compliqué pour moi émotionnellement parce que j'ai compris qu'ils sont en train de chercher quelque chose de me rapprocher, de
de me punir pour tout ce que je... Vous avez l'impression d'être victime d'un acharnement encore aujourd'hui même? Moi, ce sont les méthodes. En fait, je parle de ça aussi dans mon livre. Vous savez, on accuse beaucoup la Russie avec ses méthodes d'intimidation, mais en fait, c'est ce que j'ai vécu ici en France. Donc, oui, à un moment, je me suis dit, est-ce qu'il ne faut pas mieux que je parte en Russie? Et qu'est-ce qui vous a fait rester? Je voulais écrire 7 livres. D'accord. Je voulais écrire 7 livres et je voulais essayer... Alors maintenant, vous allez partir? Bon, on verra. On verra. Pour l'instant, j'ai un bel projet. Je fais une fois par semaine une émission avec, parmi les autres chroniqueurs sur CNews. Et je parle de news internationales. On touche les sujets importants. J'écris pour GDD pour l'instant, de temps en temps. Oui, donc vous avez de nouveau quand même une activité, on va dire. J'ai un peu d'activité et j'espère. Journalistique. Oui, exactement. Et jusqu'à le moment où j'ai le droit de les faire, je vais les faire. Après, on verra. Et puis vous avez quand même des attaches maintenant en France. Évidemment, j'étais toujours un peu amoureuse à la France. J'aime beaucoup votre pays, votre langue. Pas d'un petit Français? La France en général, la nourriture, la culture, l'histoire. Il y a des petits Français qui sont bien quand même. Elle le sait, elle le sait. Je sais, je l'attaque. Bon, son silence est éloquent, tu remarqueras. Bon, en tout cas, ce qui est important, c'est vrai que dans une optique aussi d'apaisement, les relations entre les Russes et les Français, vous pensez que ça va s'apaiser, ça prendra du temps? Je pense que les Russes, surtout de notre côté, on fait une distinction entre politique et peuple. Et je pense qu'il y a toujours une très bonne relation vis-à-vis de la France. On aime la France. Les Français qui osent voyager à Moscou aujourd'hui sont très contents, très bien accueillis. Donc j'espère que la relation va s'améliorer avec le temps. C'est juste qu'on traverse la situation compliquée. Elles sont bien abîmées quand même, les relations diplomatiques. Quand même. Oui, mais grâce aussi à Emmanuel Macron. Ou à cause. À cause, oui. Juste un mot. Michel Sardou a écrit une très belle chanson. 10 dernières minutes. Qui s'appelait, vous le connaissez tous, Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en Germanie, à parler je ne sais quoi. Eh bien, je crois qu'il ne serait pas mauvais de rappeler que si les Ruskov n'étaient pas là, on parlerait tous russe. en 1945, on parlerait aussi en Germanie. Et j'ai trouvé, alors moi je vais vous dire une chose, en dehors de tout, j'ai trouvé extrêmement choquant que quand il y a eu la cérémonie des 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz, ceux qui ont libéré le camp d'Auschwitz, c'est-à-dire les soviétiques à l'époque, les Russes, n'étaient pas là, n'étaient pas invités. Je trouve ça lamentable. Vraiment. En dehors de tout. Ça vous a tout choqué ici aussi, là? Ah oui, bien sûr. Tout est choquant dans ce genre d'attitude. C'est de la mesquinerie de bas étage. Et à cause de ce genre de mesquinerie de bas étage, des gens qui sont hauts le prennent très très mal et ça amplifie les discordes. Donc, Allez, des nouveaux dessins d'Ignace, et puis on va arriver bientôt au terme de cette émission. Liberté d'expression, perso, je préfère la liberté de censure. Bravo Ignace. Suppression de RT et C8, c'est pas grave, on a plein d'autres chaînes peut-être, mais elles disent toutes la même chose. C'est tellement vrai ça. Bravo Ignace. L'autocensure, un bon vaccin contre la russophilie et la liberté d'expression. Voilà, on peut applaudir bien fort Ignace. Je disais quand même, votre livre quand même, c'est un réquisitoire pour la liberté d'expression. Vous écrivez quand même que la mort programmée d'RT France n'était qu'un préambule, le début d'une chasse à l'information alternative, aux empêcheurs de tourner dans le rond médiatique, je l'ai dit, tout ça. Vraiment, encore une fois, qu'est-ce que vous aurez appris de toute cette séquence? Ça vous aura éclairé sur les rapports, bon, entre les pays bien sûr, mais sur la nature humaine, parce que finalement, à un moment donné, j'en suis témoin, puisqu'à un moment donné, Xenia, et on avait même eu l'occasion de discuter ensemble à l'époque où j'étais sur CNews, vous étiez devenue une dirigeante quand même incontournable dans les médias, puisque vous aviez une chaîne, et donc moi je dirais rien, mais j'en connais plein, voilà, qui vous courtisaient quand même à l'époque, qui essayaient de vous vendre des émissions, et ce sont ceux-là même, je le disais, qui... Voilà, où vous tournent le dos, ou en tout cas font semblant de... Voilà, bon. Ça dit quoi de la nature humaine finalement? Et puis surtout de cette nature humaine médiatique que André et moi connaissons bien. Moi, je pense que j'ai appris vraiment qui sont les vrais amis. C'est ceux qui sont restés dans les temps difficiles. Et je pense que j'ai perdu la naïveté. Parce que, comme je dis, je suis arrivée avec cette naïveté qu'il a la liberté, en fait, tout va bien. Mais non, en fait... Ce n'est pas le cas. Donc, si c'était à refaire, vous le referiez quand même. Vous l'auriez tenté quand même à nouveau, cette aventure, si vous aviez pu
Si vous aviez su à l'époque ce qui allait se passer, vous vous seriez dit c'est trop cher le prêt à payer? Je pense que si je savais ce qu'on doit traverser, probablement je changeais un peu les stratégies parce que franchement... le prix à payer, il a vraiment... C'est pour ça, non, on le sent bien dans votre livre, enfin voilà, pour avoir écrit en plus ce livre, Banni, c'est-à-dire que voilà, le prix a été vraiment, très lourd pour vous. Pas seulement pour moi, mais pour les journalistes qui sont travaillés avec moi. On était tous traumatisés et je n'essayais pas de me victimiser, mais... Je veux juste vous dire que c'était hyper compliqué pour les Français. Parce que moi, je suis russe. J'ai mon pays, je peux retourner, j'ai mes amis qui m'attendent. Eux, ils ont fait un choix de travailler pour une chaîne, ils étaient libres, mais juste comme ça, ils étaient diabolisés. Et cette stratégie de name and shame qui était utilisée à l'époque, cet macartisme, ça, c'était étonnant pour moi de voir. Et c'est très, très triste. Et il faut qu'on parle de ça. Il faut que les gens sachent ce qui se passe. Parce que, quand même, c'est une boule d'information. Il faut regarder dehors. Il faut regarder à plusieurs directions et avoir plusieurs sources d'informations pour ne pas finir dans une guerre mondiale. Je pense que c'est hyper important. Vous pensez qu'on est passé et qu'on passe peut-être encore tout proche? Et peut-être. Vous croyez? Oui, je suis sûre. D'une troisième guerre mondiale. Oui. Et encore maintenant? Et je pense que grâce. Vous pensez que le risque, il est encore. Je pense qu'il est risque toujours là, mais il y a un espoir qui. Avec Trump? Oui. Oui, mais donc, Trump. Il y a des chances de s'éloigner avec Trump, je pense qu'on est d'accord. Trump est là pour la prochaine 4 ans. Et en fait, les démocrates qui s'est trouvé un refuge en Europe, je pense qu'ils préparent un coming back. Et ils vont essayer de reprendre les pouvoirs avec les mêmes idées et avec les mêmes discours. Ils sont complètement warmongering, comment dire, bellicistes. Et c'est très, très, très inquiétant. Vous avez des problèmes pour faire la promo de votre livre? Enfin, vous avez l'impression que... On verra. En fait, le livre sort cette semaine. Ouais. Je ne sais pas encore si j'ai les problèmes. J'ai vu que Libération a sorti un article. Je vous dis, sympa. Non, mais ça, c'est le meilleur service qu'ils puissent vous rendre. Ouais. Mais après, on verra. Oui. C'est mon premier livre. Moi, j'avoue que quand on lit l'article de Libé, ça donne envie de vous inviter. Bon, en tout cas, juste avant de rendre l'antenne, comme on dit, même si on peut rester un petit peu plus là sur les médias alternatifs et sur les réseaux sociaux, oui, si vous aussi, vous avez envie de commander un portrait, vous savez que vous pouvez le faire avec donc notre ami Ignace. Vous allez sur son site qui s'appelle designace.com. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que Ignace nous a gratifié pendant toute cette émission. Regardez, il a fait un beau portrait de vous. On va le mettre à côté de... J'aimerais sur Xenia, si on peut voir Xenia. Voilà. Je pense que je suis beaucoup plus belle dans ces portraits. Mais rigolez pas trop parce que je la fais à chaque fois, le coup, celle-là. Et voilà, et ça, c'est la version caricature. Voilà, donc on applaudit bien fort Ignace. Je le disais, il ne nous reste plus que 5 minutes. Donc, vous avez tous aussi une actualité. Donc, toi, Philippe, c'est Pilleurs d'État qui sort encore. C'est quoi le gros scoop que tu sors dans ce bouquin? Il y en a plein. Il n'y a que des scoops. Tiens, je vais t'en donner un au passage. Tiens, un fichier. J'ai travaillé sur les fichiers. Il y a un fichier du ministère de l'Intérieur qui existe depuis 2015, avec reconnaissance faciale depuis 2015, et non déclaré à la CNIL. Ah, et ça, c'est pas légal. C'est un truc de fou. Ouais. Et ça, j'en ai plein dans mon gars comme ça. J'ai aussi des députés qui se font rembourser 3 fois leur note de restaurant. T'as pas une nouvelle castagne avec Manuel Valls, son grand-père? Non, mais quand je le vois, maintenant je l'appelle « Salut, Dark Vador ». D'accord. Bon, en tout cas, on va suivre ça. Donc, on te remercie en tout cas d'avoir été avec nous parce que ça cartonne déjà. Oui. Numéro 1 dans sa catégorie sur Amazon. Deux catégories sur Amazon, mais achetez-le en librairie. Faites travailler les libraires. Et puis sur la boutique de TV et Liberté. Achetez le livre de Xenia, exactement. Banni. C'est important pour la liberté d'expression. Oui, parce qu'il est très populaire, lui. Donc beaucoup plus que Libé. Achetez-le. Ne serait-ce que pour faire la nique à tous ceux qui ne veulent pas que ça existe. Et c'est vrai, grâce un peu à RT France, comme le dit Xenia, parce qu'il faut rappeler quand même que pour les Gilets jaunes, c'est vrai, on le rappelle encore une nouvelle fois, pour les Gilets jaunes, je crois même qu'il faut rendre à César ce qu'il a à César, et RT France et Sud Radio, et pourtant Dieu sait, j'ai eu des rapports un peu difficiles avec Sud Radio récemment. Il faut reconnaître que Sud Radio, on était à l'époque, Sud Radio, il y avait un peu participé à être la radio des Gilets jaunes. Médias qui nous laissaient une liberté totale de parole.
Voilà, bah, en tout cas, merci de le souligner pour eux. Un média qui était payé par les Russes, c'est quand même costaud. Ouais. Et vous êtes venus souvent. Allez, Nicolas. Et pour ma part, également une sortie littéraire avec un livre sur la possible réplique d'un Trump en France, que je sors donc chez Fayard à l'automne prochain. Il y a le nom, Nicolas. Et donc il y a l'incarnation, il faudra lire jusqu'au bout, mais ça vise vraiment à étudier les phénomènes, les rapprochements. C'est notre ami André. Évidemment, il est tout trouvé. Bon, André, on te retrouve tous les jours sur Sud Radio. Absolument. Et je prépare aussi un livre sur les bouleversements actuels. Sur ce qui est en train de se passer. En tout cas, on va suivre ça avec attention. Anne-Laure Bonnel, alors, qui est rare dans les médias, donc je tiens beaucoup à la remercier parce que elle avait une petite forme hier et elle m'a dit je veux absolument participer à cette émission qui était quand même, par rapport à nos invités, je pense, à un événement. On va le voir avec l'audience, mais je suis sûr que ça va bien marcher. Vous en êtes où, Anne-Laure? Vous partez Moi, je rentre du Liban, que j'ai traversé du nord-sud, frontière libano-syrienne et sud-Liban. Et je commence la sortie de photos sur un Liban méconnu. Voilà, avec de nouvelles problématiques et le quotidien des Libanais qui est très compliqué. Ouais, voilà. Ça on peut le avec dire. l'effondrement des banques, etc. Voilà. 1,5 million de réfugiés syriens, c'est quotidien dur. Vous savez que vous en avez un peu à côté de vous quand même. Il est un peu libanais quand même, notre ami. Né à Beyrouth. Et qui a été directeur en plus d'un. Tu as été directeur là-bas d'un journal. De L'Orient le jour, voilà. Absolument. Et la différence, tu la vois un petit peu entre la façon de diriger un journal en France et au Liban? Je vais te dire, beaucoup de journalistes français écrivent beaucoup moins bien le français que certains journalistes libanais. Bien sûr. Ça, je le dis. Si j'osais, j'ai envie de dire, c'est pas difficile. Mais voilà. Alex Zegna, il vous revient à vous le mot de la fin. Quel bilan vous faites alors d'abord de cette émission? D'ailleurs, entre nous, on était ravis de vous recevoir. Merci. Parce que c'est vrai que votre parole était rare et rare aussi. Quel bilan vous faites de ces dernières années? Vous aurez quand même appris certaines choses quand même ou pas? Absolument, j'ai beaucoup appris. J'ai appris. Français, vous parlez très bien français. Déjà un peu mieux qu'au début, mais j'ai appris en fait que Paris, c'est pas la France. C'est vrai. Oui, j'ai compris qu'en fait, dans les régions françaises, les gens sont beaucoup plus amicales. Ils ne te harcèlent pas. En revanche, à Paris, c'est compliqué. Et il y a une façon de russophobie qui est assez forte. Donc, personnellement, c'est ça. Et après, bien sûr, j'ai appris qui sont les vrais amis et qui sont les gens qui s'est prétendu d'être amis. Je pense que c'est un peu pour chacun de nous, quand on traverse les temps difficiles, c'est comme ça. Voilà, donc j'espère que cet livre que j'ai écrit va donner un food for thought, comme je dis, une nourriture pour réfléchir. Et en tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. On rappelle donc le nom de cet ouvrage, Banni, liberté d'expression sous condition. Ksenia Fedorova, ça paraît aux éditions Fayard. D'ailleurs, on remercie la direction de Fayard de nous avoir permis de vous avoir. Je tiens aussi à remercier toute l'équipe qui était derrière Bistro Liberté ce soir. Comme d'habitude, ils étaient très nombreux. Je vous demande de les applaudir un par un. Il y avait à la réalisation Raphaël, le réalisateur. Merci Raphaël. Au son, il y avait Pierre ce soir. Au cadre, c'est-à-dire derrière les caméras, ils sont comme toujours nombreux. Il y avait Constance, Charles, Maxime. À la production, bien sûr, Martial, le créateur de Bistro Liberté. Arnaud Soyer, sans oublier Marine. Merci beaucoup à toi. Et puis, on n'oublie pas, évidemment, Charles Mathieu, qui est le spécialiste des ouvertures de bouteilles et qui nous a, en tout cas, gratifié de pas mal de verres sympathiques. Et bien sûr, le public était très nombreux ce soir. Merci à tous. Vous étiez plus de 200 000 lors de la dernière émission à nous suivre. J'espère qu'on fera péter les compteurs. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau Bistro Liberté. Très bonne soirée à tous. Bye bye.